Oui, mais souvent, les gens, quand ils ont faim, ils posent moins de questions. Et ça se peut qu'ils aient faim. Mais ça va. Bon, on va pouvoir commencer la deuxième table ronde. On va rester un peu sur le terrain des transports, mais la perspective va être passablement différente de celle de la première table ronde ce matin. En fait, la question qui est posée aux 4 panélistes, c'est la suivante. Le transport collectif est-il adaptable au développement urbain contemporain? C'est une très grande question. Mais en fait, c'est une question qui est particulièrement intéressante dans le contexte actuel, comme on l'indiquait un peu dans l'argumentaire en fait du colloque. Parce qu'on est dans un contexte où il faut renouveler beaucoup de nos infrastructures, notamment en transport collectif. Une bonne partie des budgets des prochaines années vont aller à la réfection des infrastructures existantes, le renouvellement du métro notamment. Et dans le fond, ce qu'on constate, c'est que ça laisse moins d'argent pour développer de nouveaux services. Or, ce qu'on constate en même temps, c'est qu'en banlieue notamment, il y a une demande latente importante pour le transport collectif. On a de la difficulté à développer des services qui sont adaptés à la réalité urbaine de la banlieue. Vers le centre, en général, ça va beaucoup mieux, mais en banlieue, c'est beaucoup plus difficile de développer des services. Et donc, la question qui se pose, c'est comment on peut mettre en rapport tous les modes de transport collectif, comment on peut articuler le transport collectif avec les modes de transport individuels, l'automobile, le vélo, la marche. Et en fait, c'est la question qu'on pose aux panélistes, c'est comment on peut repenser en fait le transport collectif dans une perspective d'intermodalité, de façon à mieux répondre aux besoins des citoyens de la ville actuelle, qui sont, si on prend simplement l'exemple de Montréal, qui sont pour la moitié d'entre eux résidents de la banlieue maintenant, qui sont installés en dehors de l'île, ce qui complique passablement le problème des opérateurs de transport collectif. Quand on est au centre, qu'il y a de la densité, qu'il y a de la concentration, c'est relativement facile. Donc, on a invité 4 panélistes pour nous parler de ces questions-là. C'est qu'en fait, je vais d'abord donner la parole à M. Amar, qui vient de loin, pour nous entretenir de ces questions-là. Et ensuite de ça, on passera la parole à Nicole Hull, qui est directrice générale du Conseil intermunicipal de transport des Laurentides. Michel Veilleux, ensuite, qui est le vice-président planification et innovation de l'Agence métropolitaine de transport. Et pour conclure la présentation, il y aura Mme Jean Cadeneau, qui est une ancienne présidente de l'Agence métropolitaine de transport, mais qui est maintenant professeure à l'UQAM en études urbaines et touristiques. Donc, M. Amar, je vous donne la parole. Merci. Vous croyez que ça marche? Ah oui, ça marche. Oui. Ça marche sur l'ordinateur, mais pas encore sur le... Ah, ça marche là-bas. Très bien. Bon. Très bien. Alors, merci à Franck, merci de m'avoir invité à cette belle réunion. J'ai beaucoup aimé la première table ronde. Je commence d'ailleurs justement par un tout petit allusion à la première table ronde. J'espère que vous ne me comptez pas de ça de mon temps, parce que je suis très bavard. J'ai beaucoup aimé ce que disait Nathalie Prudhomme sur le petit train du Nord. Beaucoup aimé qu'elle ait justement posé la question, fallait-il le défaire et faire autre chose de récréatif, etc., ou fallait-il le faire évoluer créativement? Enfin, je formule ça comme ça. Ça me semblait très intéressant comme petit cas, enfin comme élément d'étude, presque d'étude de cas, très intéressant parce que ça met l'accent sur une chose qui me paraît très importante. Faut-il raisonner à concept constant ou faut-il changer les concepts? Bon. Et je prends ça parce qu'après tout, on croit généralement qu'un train est un train. Bon. Un train n'est pas un train tout en restant un train. Enfin, c'est ça, ça paraît un peu bizarre, mais un smartphone n'est pas un téléphone tout en étant un téléphone. Voilà. Bon, on a les exemples sous les yeux. C'est très important de réviser les concepts. Et ça, on a du mal à le faire. Donc je vais faire un petit exercice devant vous de prospective, basé directement là-dessus. Je ne fais pas de la prospective en essayant de dire qu'est-ce qui est le plus probable, même le plus réaliste. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est y a-t-il du neuf en germe, déjà là qu'on ne voit pas, qu'on voit mais qu'on ne sait pas nommer parfois. C'est ça pour moi l'exercice de prospective. Alors, et pour dire que déjà en effet, par rapport à la question du colloque, à mon avis, bien entendu, les transports non seulement sont adaptables,
Ils sont déjà adaptés, ils sont en train de se métamorphoser. Alors, à quelle vitesse? Est-ce que ce que je dis, c'est du concept ou de la réalité, ou les deux à la fois? La question est toujours ouverte. Ça n'empêche pas que les transports sont en train de se métamorphoser, voire se métamorphoser énormément, et ça va accompagner la métamorphose urbaine. Alors, un petit mot donc très général, mais très vite, puisqu'on n'a pas le temps. Nous sommes dans un monde qui change, comme l'a dit le doyen ce matin, et on a affaire, moi j'appellerais bien ça la logique écologique. Je mets dans écologique tout un tas de choses, environnementaliste, mais également le numérique, la mondialisation. J'ai tendance à appeler ça tout ça le nouvel écologos. On a un nouveau logos. C'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais c'est pour dire que c'est à la fois une nouvelle raison, ou en tout cas de nouveaux raisonnements, auxquels nous avons affaire, de nouvelles évaluations, un nouvel imaginaire et un nouveau langage. Très important ces questions de langage. Et on ne peut pas traiter les choses neuves avec les langages d'hier. Bon. Et on est en train de rentrer dans un langage nouveau, un logos nouveau. J'ai mis une petite liste de tous ces mots-là, auxquels on est familier déjà. Le durable, le renouvelable, le recyclable, les écosystèmes, la complexité, la diversité, le métissage, la réversibilité, évidemment, n'est-ce pas, Franck? Mais également la mobilité. Voilà un petit paquet, si je peux dire, de mots qui font partie déjà de notre nouvelle logique, langage, logos. La mobilité. Alors, un mot sur la mobilité. Ce qui change. Je vais donner deux, trois exemples ou deux, trois domaines de changement dans les transports. Je commencerai par une allusion, parce qu'on n'a pas le temps, globale. Le transport est en train de se transformer en profondeur, de changer de paradigme, comme on dit. J'allais presque dire parfois, le transport est en train de disparaître. Bien sûr, ça ne va pas disparaître. Ce qui est en train de disparaître, ou qui va disparaître, ou qui a commencé à disparaître, ou qui va disparaître, c'est ce qu'on croit être le transport. Un train n'est pas un train. C'est ça qui est en train de changer, et les rails seront encore là. Alors, pourquoi je dis ça? On est en train de passer, en gros, d'un raisonnement, d'un vocabulaire où on dit transport et déplacement, à un vocabulaire où on dit mobilité. Et ça n'a rien à voir. J'illustre toujours mon propos par cette petite photographie d'une vitrine d'un marchand de téléphone. C'est son enseigne. Vivre mobile, voilà, en deux mots, au sens propre, vous avez le paradigme nouveau. Vivre mobile, ça n'a rien à voir avec le transport. Et pourtant, il y a quand même des trains et des voitures. Mais vivre mobile, c'est la vie qui a changé. Et ça, c'est le téléphone qui l'a fait, bien sûr. Enfin, le téléphone, l'Internet, etc. Mais désormais, le transport, il est plongé là-dedans. C'est pas qu'il disparaît. Le transport est plongé dans une vie mobile qui est beaucoup plus large, transformée par les technologies et par tout un tas de choses et les comportements. Et c'est ça qui le fait changer. Il ne disparaît pas, il est replongé dans beaucoup plus large que lui, ça s'appelle la mobilité. La mobilité, alors à condition de bien comprendre que mobilité, qui est donc un mot du nouveau logos, évidemment, c'est pas une quantité de kilomètres, c'est pas une quantité de déplacement, la mobilité. C'est tout à fait autre chose, c'est une valeur presque, c'est une qualité au sens large, faire bouger les choses, etc. etc. Je ne vais pas détailler, ce serait beaucoup trop long, mais véritablement, la mobilité est un nouveau paradigme au sens très fort du terme. Pour prendre des exemples en termes de stratégie, Google est grand opérateur de la mobilité, voilà, c'est clair et net. C'est tout. Voilà, une fois qu'on a dit ça, ou même Deco est un opérateur de mobilité, etc. etc. Et on voit rien qu'avec ces éléments-là, comment la mobilité, ce n'est pas le transport. Ça ne veut pas dire que le transport sera absent, le transport devra se réinterpréter, se recoder, se refabriquer, se resignifier même, dans le cadre de la civilisation, de la vie, de la société, de la mobilité. Alors je passe aux exemples un peu plus précis, disons, et qui ont à voir avec le thème de notre table ronde. Bon, je vais parler un peu à partir des thèmes de multimodalité et d'intermodalité, en les triturant un petit peu, puisqu'il s'agit de charcuter un peu les concepts pour en faire sortir les concepts neufs. Qu'est-ce qu'il y a comme concept neuf dans toutes ces notions-là? D'abord, je commence par la notion de multimodalité. Il faudrait entendre multimodalité pas seulement comme le constat d'une multiplicité, mais comme une dynamique de multiplication, pour dire ça en une phrase. C'est ça la multimodalité. Ça se multiplie comme des petits pains. C'est ça la multimodalité. Je passe une image, puis je reviens à cette planche. La multimodalité, il faut l'entendre désormais comme un principe écologique. La notion de multimodalité, qui est plutôt un jargon technique, disons. La multimodalité est à l'écosystème urbain ce que la biodiversité est à l'écosystème naturel. Alors, je fais cette espèce de petit théorème simple. Alors, la conséquence, c'est que la multimodalité croît. On pense habituellement qu'il y a 4, 5 ou 10 modes dans une ville. Alors, on peut faire la prospective un peu comme ça, facile, en disant, dans l'avenir, il y aura 40 modes. Bon, je dis 40, N. N grand. Ça me suffira comme prospective pour l'instant. Pas du tout 5 ou 6. On croit que c'est 5 ou 6 en général. Parce que simplement, en même temps, la définition de ce qu'est un mode va changer. Non seulement le nombre grandit beaucoup, Vélib n'est pas un vélo, par exemple, tout simplement. Bon, on a compris ça. On comprend de plus en plus qu'aujourd'hui, l'automobile, ce n'est pas un mode, c'est 10 modes. Et le taxi, ce n'est pas l'automobile. Enfin, il y en a plein.
on comprend de plus en plus, alors on va inventer des modes. Donc nous sommes dans une situation de fabrication de modes, de création de modes, et notamment parce que ces modes-là, non seulement on va valoriser le rapide et le lent, il ne faut pas les opposer, le collectif et l'individuel, et le métissage du collectif et de l'individuel, etc., etc. Donc tous ces processus, ces procédés de fabrication de modes font qu'on va avoir de plus en plus de modes. La créativité d'une ville, c'est de fabriquer des modes, ou de concevoir, de créer des modes. Donc premier élément, la multimodalité. Alors maintenant je passe au... Je l'ai déjà abordé. Hein. Pourquoi il y a plus de modes? Parce que précisément, le processus d'invention de modes est en train d'évoluer lui aussi. C'est donc cette notion-là que j'ai baptisée il y a quelques années, la transmodalité. Pour être choquant, j'appellerais même bien ça la transgénie modale. Hein. On a tellement peur des OGM, alors allons-y carrément. On va avoir des modes génétiquement modifiés, évidemment, bien entendu. C'est déjà le cas, et il y en a de plus en plus. On a parlé du tram-train ce matin, voilà un, il est sous nos yeux, si je peux dire. Les métrobus, comme on les appelle dans la culture espagnole, ou les BRT, etc., etc., évidemment, c'est un cas extrêmement intéressant. D'un machin, c'est plus un bus ni un métro. Voilà. Vous ne pouvez pas dire c'est un bus, c'est un métro. C'est pas un bus, c'est pas un métro. C'est quoi? Il faut des mots nouveaux. Il faut des mots nouveaux pour dire les choses nouvelles. Le BRT, c'est une catégorie qui n'existait pas il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 15 ans, parce que précisément, c'est une transgression spécifique, comme on dit en biologie. Hein, c'est une chimère. Vous prenez des gènes de l'un, des gènes de l'autre, vous faites un troisième, c'est ni l'un ni l'autre. Comme je ne veux pas être trop choquant, je prends en général comme symbole le brugnon. C'est plus gentil que les chimères. C'est moins dangereux, c'est moins effrayant. Le brugnon n'est ni une prune, ni une pêche. Voilà. Eh bien, on va faire plein de brugnons en tout genre dans les transports. Et il y en a toute une série, hein. Il y en a énormément. Si on fait faire la liste aujourd'hui de la productivité transmodale, il y en a énormément. J'en ai mis quelques-uns qui sont très connus, mais il y en aura de plus en plus. J'en montre peut-être parmi les plus importants stratégiquement, c'est la voiture. L'automobile est en train d'être un chantier de transgénie, si je peux dire. Hein. On a déjà Google Car qui est en train d'apparaître, comme vous savez, etc., etc. Bon, on a commencé avec Vélib. Alors j'ai inventé aussi, parce que là aussi on manque de concepts et de mots. Qu'est-ce que c'est que Vélib ou Autolib? Alors on dit en libre service. Libre service, très mauvais concept. C'est un concept du passé. Pourquoi pas? Mais c'est un concept du passé. Il faut distinguer les concepts du passé et les concepts du futur. Si on veut faire de la prospective, il faut fabriquer les concepts du futur pour dire la même chose. Donc le Vélib, c'est un TPI. Enfin, je me suis amusé à fabriquer ce sigle justement parce qu'il est oxymorique, enfin paradoxal. Transport public individuel. Voilà. Alors ça, dans toutes les politiques urbaines, où en général on a d'un côté transport public, de côté individuel, et il faut faire des politiques pour faire plus de l'un, moins de l'autre. Mais quand on veut faire plus de l'un, moins de l'autre, c'est qu'on croit que ça existe. Or, ça existe encore. Mais de plus en plus, ce qui va se passer, c'est les machins qui sont ni l'un ni l'autre, et ça sera à chaque fois des créations particulières. Le Vélib, le machin, etc., l'Autolib. Alors là aussi, prospective facile, très facile, parce que c'est déjà le cas, il y aura de plus en plus de formes innovantes et surprenantes de machins individuels et publics. La voiture est en plein là-dedans. C'est l'aventure de l'automobile du XXIe siècle. Elle ne sera pas individuelle. On va sortir, d'ailleurs, au fond, je l'écris en bas un peu, mon petit jargon, là, un petit hiéroglyphe à moi, on va sortir du paradigme 1P, 1C, 1V. Bon, c'est pour dire, le paradigme dominant de l'automobile la moitié du XXe siècle, c'était un propriétaire, un véhicule, un conducteur. À peu près. Hein. C'était ça le paradigme dominant, la deuxième moitié du XXe siècle. On est en train de sortir de ça. Pour aller vers quoi? On va bien voir. Il y aura beaucoup d'autres choses. Mais on est en train de sortir de ce paradigme. Quand on dit automobile, on aurait dû dire perso-mobile. C'est pas automobile, hein, d'ailleurs. Ça n'a jamais été automobile, une automobile. Hein. Une automobile, c'est une voiture personnelle. Etc., etc. Bon, donc on est en train... Voilà. Vous voyez les changements paradigmatiques qui sont en train de se produire. Le pédibus que j'aime tant, voilà, c'est un très bon exemple de métissage entre le bus et les pieds, et en même temps un très bon exemple de ce en quoi le software est en train de prendre l'importance par rapport au hardware. Il y aura beaucoup de modes parce qu'on va changer le software et pas le hardware. Vous voyez, donc on va varier les modes en changeant le software. C'est un des exemples. Bon, la marche. Alors, je reviens à mon petit... il est amusant celui-là. Je reviens à mon petit tableau là, de tout à l'heure. Donc, multimodalité, voilà, hein, c'est à la fois principe de diversité presque écologique et en effet principe de productivité, notamment par la transmodalité. C'est pas uniquement ça. Je passe au concept d'intermodalité. Alors lui aussi, le concept d'intermodalité, il faut le revisiter, si je peux dire. Hein. On croit en général, tristement, que l'intermodalité, c'est comment faire pour coordonner des gens qui ne veulent pas se coordonner ensemble. Voilà. Et c'est d'ailleurs épouvantable. C'est très difficile de faire coordonner un bus et un métro. Hein. Rien que pour prendre ça, très difficile. Bon. Donc il ne faut pas voir ça comme ça. L'intermodalité, c'est un espace entre les modes.
L'intermode est un mode, si je peux dire lui-même. Il faut inventer des intermodes et des espaces intermodaux et des tissus interstitiels, etc., plutôt que de se dire il faut simplement faire des stratégies de coordination. Il faut le faire, mais ça ne suffit pas. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. C'est en créant des milieux entre les modes. Alors, exemple plus frappant, la marche. Et bien entendu, la marche, c'est l'intermode par excellence. Donc si on veut faire de l'intermodalité, il faut favoriser, inventer des formes nouvelles de marche. Quelques mots sur cette idée de la marche. Oui, cette formule que j'ai mis, parce qu'on croit que la marche, c'est la chose éternelle qu'il faudrait protéger, en quelque sorte. Hein. La bonne vieille chose qu'il faudrait garder, protéger, contre les méchants modes, si je peux dire. Hein. Bon, pas du tout. La marche, ça n'a jamais été naturel. Rien n'est naturel. La marche du XVIIIe siècle n'est pas la marche du XIXe siècle. Là, je n'ai pas le temps de vous parler de Balzac. Balzac a écrit un petit livre très beau qui s'appelle Théorie de la démarche, où il dit « J'ai inventé une science, c'est la science de la démarche ». Et la démarche est différente selon les cas. Les anthropologues, Marcel Mauss, etc., ont étudié ça très bien. On ne marche pas en Angleterre comme en France, comme en Chine, etc. La marche, il n'y a rien de plus culturel que la marche. Donc ça s'invente. Les chaussures ne sont pas les mêmes, les vêtements ne sont pas les mêmes, les rythmes ne sont pas les mêmes, etc. Donc la marche, ça se fabrique. La marche, c'est technique. Et on le voit maintenant encore plus avec tous les équipements qui accompagnent le marcheur. Bref, il faut inventer la nouvelle marche. Inventer la marche de demain, et c'est comme ça, entre autres, qu'on va aborder les questions d'intermodalité, parce qu'en effet, la marche, c'est pas simplement marcher, hein. C'est pas le trottoir, c'est le trottoir, le banc public, le parapluie, la valise à roulettes. Quelle invention exceptionnelle! Invention soft technologie, si je peux dire. Hein. L'invention de la valise à roulettes m'a toujours épaté, moi. Il a fallu attendre, il n'y a pas longtemps, enfin il y a à peine 20 ans peut-être, hein, pour la généralisation de la valise à roulettes. Ça, c'est une invention extraordinaire qui prouve que nous sommes rentrés dans la civilisation de la mobilité. Tant que nous n'étions pas mobiles, on n'avait pas besoin de valise à roulettes. C'est parce que nous sommes mobiles que nous avons inventé le téléphone mobile et la valise mobile. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Hein. Ce n'est pas le téléphone mobile qui a inventé la mobilité, c'est réciproquement, ou les deux à la fois. La valise à roulettes est un très bon exemple, c'est low-tech. Il a fallu attendre que nous soyons mobiles pour qu'on ne puisse plus supporter d'avoir une valise de 20 kg au bout du bras. Donc la marche, c'est tout ça à la fois. Vous voyez, il y en a plein, y compris le vélo, parce que le vélo, c'est la marche. Vélocipède, comme vous savez, c'est vélox bipède. C'est ça que ça veut dire. Hein. Le vélo, c'est le marcheur augmenté, c'est tout. Et en vérité, tous les modes de transport, c'est le marcheur augmenté. C'est le marcheur qui prend le bus. C'est les modes de 7 lieues, c'est tout. Les modes de transport sont les extensions du marcheur. Et si on commence à raisonner comme ça change beaucoup le point de vue. La marche n'est pas un mode parmi les autres à protéger ou à développer. La marche, c'est la cellule souche de la mobilité urbaine. C'est pour ça que j'appelle ça, moi, l'inframodal. C'est l'infrastructure de la mobilité, si je peux dire. Hein. La marche, prise dans son sens le plus large du terme, c'est l'infrastructure générale de toutes les mobilités, ou c'est l'inframode, hein, pour continuer dans la fabrication des mots à partir du modal, multimodal, intermodal, transmodal, pourquoi pas inframodal. La marche et l'inframodal, on en a de plus en plus besoin. D'ailleurs, vous savez que la notion d'infrastructure, aujourd'hui, elle aussi, prend des significations très diverses, puisqu'on parle d'infrastructure numérique, d'infrastructure immatérielle. Très bien. La marche, elle est immatérielle et matérielle, parce que la marche, c'est aussi la chorégraphie, la manière de marcher, etc. C'est ça la marche. La signalétique, l'information. J'ai presque fini. Alors oui, un petit mot quand même sur l'immobile, parce que là aussi, dans ce renversement, l'immobile devient un élément clé de la mobilité. On a beaucoup parlé des gares multimodales. En effet, il faut réinventer complètement la fonction du lieu. Je ne sais pas si j'ai une image pour ça. Ici, il y en a une que j'aime beaucoup. Non, je n'ai pas. Une image que j'aime beaucoup, c'est une photographie d'une table de café à Paris. Vous voyez, les tables des classiques des cafés parisiens. Vous avez la table ronde avec un trépied, là. Souvent, dans ces tables, on a une publicité. Il y a une publicité qui n'est pas une publicité, d'ailleurs, mais que j'ai trouvée extrêmement intéressante. On a écrit sur le disque rond en papier « Le café, une pause au cœur de la mobilité ». C'est le paradigme, si je peux dire, en toutes lettres. Le café est devenu un élément de la vie mobile. Un café, ça fait partie de la mobilité. C'est pour ça que McDo et Starbucks sont évidemment, ils ont compris la mobilité avant les autres. McDo, c'est pas que j'aime ça, mais McDo fait partie. Donc si vous voulez avoir une politique de mobilité, c'est ça une politique de mobilité. Hein. C'est qu'est-ce qu'un banc public, qu'est-ce qu'une table de café. Les gares, Starbucks et McDo sont des gares, si je peux dire. Des nœuds de la mobilité, des nœuds extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que la mobilité, c'est la personne mobile. La mobilité, ce n'est pas les trains. Les trains ne sont qu'un des équipements importants, certes. Comme la table de café, hein, pour prendre toute l'échelle. C'est une autre roue, si je peux dire. C'est une roue qui ne bouge pas. N'est-ce pas ? Alors, voilà, j'ai fini. C'est ma dernière planche pour dire que l'avenir, il y a beaucoup d'avenir, mais une des formes qui me paraît très importante de préparer
en termes prospectifs. Qu'est-ce que c'est que les formes encore à venir de mobilité et de métissage? Et les métissages les plus surprenants, à mon avis, ce sera bien entendu les métissages du physique et du numérique. C'est ça qui est en train de... Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de numérique ce matin, mais c'est le numérique qui change le monde. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est Google et l'iPhone, évidemment, qui sont en train de transformer la mobilité. C'est eux qui nous font rentrer dans la civilisation de la mobilité. Alors, simplement, je n'oppose pas, moi, pas du tout. Au contraire, hein, c'est le métissage. Comment on va faire le métissage du numérique et du physique? C'est ça l'avenir de la mobilité. Je signale par exemple, en 2006, Google a produit Google Earth. Je m'amusais, moi, à l'époque, à raconter que Google Earth est descendu sur Terre. Google est descendu sur Terre, parce qu'il était dans le ciel des sites. Les sites web, c'est dans le ciel, enfin, c'est un ciel virtuel. Google, c'était un moteur de recherche de sites. Alors, le mot site était ambigu. Hein. Un site, c'est pas de la géographie, hein, un site web. Bref, il était dans un espace abstrait, hors sol, et il descend sur Terre. Depuis Google Earth, Google est devenu l'opérateur principal de la mobilité. Principal, j'exagère. Vous voyez, donc ça, c'est déjà un métissage. Google Earth est déjà un métissage du virtuel et du physique. Google Maps, etc. On va avoir de plus en plus de métissage. Alors je finis en donnant une petite illustration de métissage, comment dire, intime, qui ne sont pas simplement de rajouter du numérique au physique. Hein, parce qu'on croit simplement que parfois il faut rajouter une couche de numérique pour rendre le physique plus optimal. Pas du tout. C'est de l'invention pure. Alors, comment invention qui me paraît? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé beaucoup des exemples très convaincants. J'en ai trouvé un. Un jour dans un hôtel, j'ai joué au tennis. Mais sans raquette, sans terrain, sans filet et sans balle. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous avez une espèce de télécommande, là, il y a un écran et vous jouez au tennis. Et non seulement vous jouez au tennis, mais au bout d'un quart d'heure, vous êtes en nage. Enfin, moi qui ne suis pas sportif, au bout d'un quart d'heure, j'étais en nage et essoufflé. Je me suis dit, si je transpire, c'est physique. Voilà, c'est pour moi un indice de réel. Ce n'est pas du virtuel, quoi. On ne transpire pas virtuellement, on transpire réellement. Bon. Donc c'est du physique. J'étais excité, même passionné. C'est du physique. Très bien. Et pourtant, ce n'est pas du réel, puisqu'il n'y a pas de raquette et il n'y a pas de terrain. Je trouve que le oui, alors ça s'appelle le oui maintenant, on a des mots bizarres maintenant. Hein. Comme on ne sait pas comment nommer les choses, on ne sait pas, ça prouve que nous sommes dans une période de transition radicale. On ne sait pas nommer les choses. Alors on a oui, W-I-I, c'est bizarre. On ne sait pas si ça vient d'Océanie, enfin ça veut dire wireless quelque chose hein, en fait. Hein. Enfin, bon. Alors le oui tennis m'a l'air assez bon. D'ailleurs c'est dans le monde des jeux vidéo d'ailleurs que ça se passe en vérité. Là aussi, il faut voir où se passent les révolutions. Les jeux vidéo, entre autres, sont des espaces très intéressants où se passent des révolutions conceptuelles et pratiques. Bref, en tout cas, voilà un exemple. Alors moi je rêve d'une mobilité qui serait aussi bien, enfin, aussi étroitement métissée en mobilité physique. Il ne s'agit pas de substitution, du télétravail, etc. Oui, on a tout ça en tête. Hein. Mais les substitutions, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les naissances, les créations d'êtres nouveaux, qui ne sont ni l'un ni l'autre, qui ne sera ni de la mobilité virtuelle, ni de la mobilité, entre guillemets, réelle. Un machin dont vous ne pourrez plus dire si c'est virtuel ou réel, de même que vous ne pouvez pas dire qu'un BRT c'est du bus ou du métro, vous ne pouvez pas dire que le oui tennis c'est physique ou c'est virtuel. Non seulement c'est les deux à la fois, mais c'est un troisième être qu'il faut créer, inventer, à la fois dans son concept et dans sa réalité. À mon avis, les grands enjeux d'innovation, dont je ne sais pas ce qu'ils seront d'ailleurs, hein, pratiquement, très pratiquement, les grands enjeux d'innovation de la mobilité qui vont faire que précisément on va pouvoir peut-être faire face aux grands enjeux de transformation urbaine, écologique et autres, c'est ces grandes inventions. Le numérique, c'est quand même un des grands domaines. Il ne faut pas le voir du tout comme l'ennemi ou comme l'autre, mais au contraire comme l'un des facteurs de transmutation profonde de la mobilité. Voilà, merci. J'ai oublié de dire que j'appelle ça le métamodal, hein, pour continuer avec les modales. Merci pour la présentation. Je vais maintenant appeler Mme Nicole Hull à venir nous présenter le point de vue d'une opératrice. D'une opératrice, en fait, d'une autorité organisatrice de transport en commun, comme on le dit de façon parfois un peu pompeuse à Montréal, mais elle opère un CIT, celui des Laurentides. Bonjour à tous. Je ne suis pas urbaniste. Je m'occupe du transport en commun, par contre, et je suis contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler parce qu'on veut améliorer les liens entre les gens de transport et les gens d'urbanisme. Je vous dirais que je suis au CIT Laurentides depuis 26 ans.
Je m'excuse à l'avance de dire mon CIT, mes villes, mon territoire. Je me le suis vraiment approprié. Donc, j'aurais aimé vous faire un portrait un petit peu de c'est quoi mon CIT, mon territoire. Donc, un regroupement de 14 municipalités juste au nord de Laval, pour une population de 355 000. Il y a 2 municipalités qui sont à contrat, mais principalement pour le transport adapté. Le territoire est desservi par 2 belles lignes de train de banlieue, de montagne et la ligne Blainville-Saint-Jérôme. On a des contrats avec 4 transporteurs autobus privés pour 130 véhicules. Donc, le CIT n'a pas de véhicule, pas de chauffeur, c'est vraiment donné à contrat. Une entente avec 8 entreprises de taxi. On fait au-delà de 300 000 heures de service, 6 millions de déplacements l'an dernier, puis environ 170 000 pour le transport adapté. Je reprends l'exemple de M. Lecroat ce matin qui disait petit projet, avancer à petits pas, c'est un facteur de succès. J'aimerais penser que chez nous, c'est le cas. Au CIT Laurentides, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution mur à mur. On a décidé d'encourager le vélo, un peu pour la couverture de territoire, parce que des fois, l'arrêt d'autobus est un petit peu loin des gens, donc les gens peuvent se rendre à vélo, et tous nos véhicules sont équipés de supports à vélo. Ça fonctionne très bien. On a des taxis collectifs, donc à la demande, en rabattement sur des infrastructures un petit peu plus lourdes, donc structurantes. On a des minibus, on a des véhicules intermédiaires, on a des planchers bas, donc c'est vraiment un cocktail de mesures au CIT Laurentides. Donc, l'image d'un temps nouveau, je fais juste un petit peu d'historique de mon territoire. À cette époque, l'image d'une ville dense que beaucoup semblent regretter. On est passé d'une ville un peu plus relâchée, dont la maison individuelle constitue le logement type. D'abord déployée dans la continuité des chemins ruraux et des routes provinciales, ou encore des gares de train de banlieue, cette ville de la périphérie s'est ensuite déployée dans les environs des grands axes autoroutiers qui fournissaient un accès privilégié au cœur de l'agglomération. Dans un milieu tel que la Couronne-Nord, ce processus a d'abord mené à la constitution des premiers quartiers aux environs des bourgs de Saint-Eustache-Sainte-Thérèse ou encore à proximité des gares desservant Rosemère et de Montagne. Cette première vague d'étalement ne causait pas vraiment de problème pour la mobilité des personnes. Les déplacements s'effectuaient alors massivement dans une logique pendulaire, matin vers le travail, soir vers domicile. De plus, les quartiers se greffaient soit aux gares de train de banlieue ou encore à un réseau routier en constante amélioration, mais capable de supporter le nombre de voitures qui y circulaient à ce moment-là. Voilà que ça a changé. À partir des années 60, le développement urbain des banlieues accompagne celui d'un réseau autoroutier. La suite de l'histoire vous est connue, un boom démographique survient dans la périphérie pendant que la ville-centre perd des dizaines de milliers d'habitants. Des industries s'implantent aussi aux banlieues et plus récemment, le commerce connaît quand même un très fort développement. Les données sont frappantes, on le voit ici. Pour la période allant de 1987 à 2008, selon les enquêtes OD, pas moins de 81% des 555 000 nouveaux résidents s'installent à l'extérieur de l'île de Montréal. Les 2/3 des 262 000 emplois créés le sont à l'extérieur de l'île. Il semble bien que l'avenir de la ville se joue grandement dans ses banlieues. Pour les opérateurs de réseaux de transport en commun comme le CIT, cette logique pose de nombreux défis. Les faibles densités rendent difficile d'offrir le service de transport en commun qui puisse concurrencer la voiture. Aussi, la forme urbaine ne contribue pas à la fourniture de services. Je dirais ici que des fois, ce n'est pas autant la forme urbaine qui me cause problème, mais la croissance rapide et la couverture de territoire. Aussi, en dépit du nombre d'emplois en constante augmentation, la distance entre le lieu de domicile et de travail tend à s'allonger.
Quant à l'offre commerciale, bien que croissante, elle ne se compose surtout pas de grandes surfaces implantées à proximité des autoroutes. À cela s'ajoutent d'autres défis. Les déplacements pendulaires du matin et du soir se concentrent de moins en moins vers le centre de l'agglomération. Au CIT Laurentides, pour tout mode de déplacement, la dernière enquête OD disait qu'il y avait 60% de tout mode qui se déplaçait à l'intérieur du territoire. Donc, les aires de vie, le lieu de domicile, travail et loisirs, s'étendent à des distances autrefois inimaginables, alors que les horaires de travail et d'études tendent à l'éclatement. Il faut dire que le soir, maintenant, à 10h et à 11h au métro, ça déborde. On ne réussit pas à ajuster l'offre parce qu'il y a vraiment beaucoup de déplacements. La consolidation de l'emploi et du commerce au sein de la banlieue pourrait favoriser des circuits courts, mais nous vivons au sein d'une ère de mobilité généralisée où chaque citoyen de la ville souhaite obtenir le meilleur des possibilités offertes par l'agglomération. Autrefois, étudier ou changer d'emploi pouvait signifier un déménagement. De nos jours, il est possible de se transporter. On peut donc se questionner sur le rôle des transports en commun dans le contexte caractérisé à la fois par la densité plus faible de l'habitat ainsi que par l'éclatement géographique et temporel de la mobilité. Par cela, j'entends que les modes lourds, le train, le métro, conviennent bien aux flux importants qui se convergent vers le centre de l'agglomération, mais peu aux déplacements qui se font entre les diverses banlieues, dont le nombre est de plus en plus important. Que les modes plus légers, tels que l'autobus, le taxi et même le covoiturage, conviennent nettement mieux pour répondre aux besoins parfois ponctuels qu'éprouvent de nombreux citoyens. Que ces mêmes citoyens aux mobilités éclatées peuvent éprouver des besoins relevant à la fois des deux types de réseaux, le lourd et le léger. Et que, en prenant en compte cette complexité des besoins, ce n'est que par l'interprétation des logiques qui président au fonctionnement des modes lourds et des modes légers que les solutions pourront être apportées à la question de la mobilité au sein de la périphérie de nos villes. Pour cela, lier les modes lourds et légers au cours du même déplacement, favoriser les transferts des horaires adaptés par l'aménagement de plateformes de correspondance, accueillant tous les modes de transport, ainsi qu'en diffusant largement en temps l'information qui rend ces transferts envisageables du point de vue de l'usager. Après tout, ce qui importe, c'est de faciliter les mouvements des personnes et non transporter des véhicules. En heure de pointe, il est vrai de dire que la voie réservée du pont Champlain déplace autant de citoyens que les 3 voies réservées aux véhicules automobiles. Enfin, misons sur les technologies de comptage et de repérage en temps réel pour adapter plus rapidement les besoins ponctuels, des autobus supplémentaires, exemple, mais surtout pour relier le citoyen aux possibilités que représentent ces services dans la mobilité qui leur appartient. Les 10 minutes passent beaucoup plus vite que je pensais. Au-delà de ces questions, qui visent à assurer la mobilité adaptée aux besoins de chaque citoyen, et cela à une consommation minimale des ressources, il demeure une question primordiale. Pourquoi bouge-t-on? Bien entendu, on bouge parce que tout n'est pas à la portée de la main dans la ville contemporaine. Et parce que c'est bien ici. Peut-être que sommes-nous nombreux à souhaiter instaurer une certaine distance entre notre travail et notre vie privée. Peut-être aimons-nous sortir de notre cocon, voir ailleurs, expérimenter des possibilités, tout en conservant notre domicile comme notre port d'attache. Il est peut-être plus fort qu'on pense, notre plaisir de se mouvoir. Pour inscrire le transport collectif dans une ville contemporaine, excusez ma voix tremblotante, il me semble qu'il y a un début de réponse et une exigence pour mieux arrimer le développement urbain à celui du transport. C'est un fait, nous sommes portés à aménager des infrastructures de transport dans des espaces vides, des espaces résiduels de la ville.
C'est une logique. Les expropriations en sont ainsi limitées et les coûts s'en trouvent diminués. Mais ce vide qui tend à environner les gares, les stations d'autobus et plus encore les plateformes de correspondance, il est pourtant plein de potentiel. Certes, il est voué à accueillir des stationnements incitatifs, mais doivent-ils toujours être en surface? Ce vide peut-il accueillir l'habitat à une plus grande densité, ce qui fournirait un bassin d'usagers potentiels au transport en commun? Mais surtout, il y a tous ces commerces et ces services vers lesquels la personne souhaite avoir à courir à sa sortie de l'autobus ou du train qui pourraient contribuer à créer des espaces de vie au pourtour des plateformes de correspondance. Pour un organisme tel que le CIT, il est évident que les banlieues sont vouées à subir de profondes mutations qui ne pourront que contribuer au succès du transport en commun. La conjonction d'une robuste croissance démographique avec les limitations réglementaires qui sont portées au développement urbain telles que les zones agricoles, le PMAD, entraîne déjà une modification des façons de faire. Les densités accrues sont favorisées, les environs des plateformes de correspondance sont valorisés et on observe même des redéveloppements d'espaces déjà urbanisés. On a des exemples, ville de Sainte-Thérèse qui était considérée à son maximum d'urbanisation, qui est tout en train de se redéployer. Dans un contexte où les ressources sont non seulement énergétiques, mais également financières, sont limitées, il me semble que le transport collectif est une voie privilégiée pour maximiser le rendement des infrastructures de transport existantes, comme le montre le cas des voies réservées aux autobus. Quelquefois, les voies réservées peuvent être accessibles aux covoitureurs, aux taxis, être multifonctions. Grâce aux nouvelles technologies, les services offerts seront mieux connus par les citoyens. L'usage qu'ils en feront aidera à leur tour à modifier l'offre de services. Enfin, par les interactions toujours plus grandes des réseaux de transport en commun et leur environnement, le temps passé à se déplacer ou à attendre de se déplacer pourra être l'occasion d'accomplir d'autres activités. La ville tendra à s'adapter au transport collectif, mais le transport collectif, lui, s'adaptera-t-il à la ville contemporaine? Oui, il l'a toujours fait. Merci. Merci pour la présentation. Je vais maintenant inviter Michel Veilleux, vice-président planification à l'AMT, à nous faire une présentation sur la question qui est posée dans le cadre de la table ronde. Bonjour à tous, collègues de la profession. Merci à l'Institut de m'avoir invité. Bonjour aux partenaires de la table ronde. Ça me fait bien plaisir de me retrouver ici parce que moi, je suis urbaniste, je ne suis pas diplômé de l'Institut. Je suis diplômé de l'UQAM et de l'Université Laval. Mais ça me fait plaisir de me retrouver ici parce que ça fait à peu près 20 ans que je travaille en transport en commun depuis que j'ai débuté ma carrière. Et au début, je peux vous dire qu'on n'était pas nombreux, les urbanistes, à travailler dans ce monde d'ingénieurs qui est en transport collectif. Puis aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est beaucoup plus nombreux et on a de plus en plus d'influence. Alors, ça me fait bien plaisir de me retrouver ici aujourd'hui avec vous. Alors, je vais passer rapidement. Je vais vous parler de l'AMT. Je vais essayer d'être rapide. Je vais aller directement au but. L'AMT, c'est une agence gouvernementale qui relève du ministre des Transports, qui voit la planification des transports collectifs de la région de Montréal. Alors, c'est 83 municipalités, c'est 12 organismes de transport adaptés, 15 organismes de transport, 4000 km². L'AMT vient de se doter d'un plan stratégique de développement des réseaux de transport collectif, une vision 2020. On est particulièrement content parce que cet été, on a eu l'adoption de notre plan stratégique par la communauté métropolitaine de Montréal. C'est la première fois que ça se produit, que la communauté métropolitaine de Montréal adopte un plan stratégique de l'AMT. Et ça démontre que dans la région, malgré tous
toutes les discussions qu'il peut y avoir à différents niveaux, qu'il y a quand même une certaine vision commune sur les enjeux. Et l'AMT, on l'a abordé sur 3 grands points. L'AMT, le plan stratégique sur 3 grands points. Les déplacements simplifiés pour la clientèle, des transports collectifs pour une meilleure qualité de vie et un réseau métropolitain rapide et multimodal. Les déplacements simplifiés pour la clientèle. Je me suis délecté de votre présentation, M. Amar, tout à l'heure. Il y a plusieurs éléments que je trouve très intéressants à votre vision. Un des éléments qu'on souhaite développer, vous allez voir, c'est une dominante dans la planification qu'on s'est donnée. C'est sûr qu'on se met, nous, de notre point de vue, le transport collectif, on se met en compétition avec la voiture solo. Et la vision de l'intermodalité, c'est justement, c'est de tenter de compétitionner la voiture solo qui, effectivement, il n'y a pas une voiture, il y en a des dizaines. Il y a des dizaines de produits automobiles qui sont très adaptés à notre mode de vie américain en termes de produits. Et c'est justement un des éléments auxquels il faut qu'on s'attaque. Quand vous êtes en auto, vous passez du réseau provincial au réseau municipal. Ça se fait de façon purement transparente. Vous accédez aux points de rabattement, au stationnement. Tout ça se fait dans une grande facilité. Alors qu'en transport en commun dans la région de Montréal, si vous décidez de passer de la couronne nord à la couronne sud en transport en commun, on a 700 types de transport dans la région de Montréal. Vous allez avoir un chauffeur qui va vous saluer, qui va être très sympathique, un autre qui ne vous regardera pas du tout. Vous allez avoir une signalisation différente, vous allez avoir des systèmes d'information différents. Le métro va être en panne, vous ne le saurez pas. Vous allez le savoir quand vous allez arriver au quai. Alors que vous auriez pu le savoir en cours de route. C'est ça, le transport en commun dans la région de Montréal. Et on doit, nous, comme agence gouvernementale, il faut se donner comme une priorité, justement, de favoriser cette intermodalité-là à l'absolu. Alors, écoutez, je pourrais vous en parler toute l'après-midi, mais d'abord, c'est une hiérarchisation des accès à chacun des nœuds de transport en commun. D'abord, favoriser les transports actifs, les liens en transport actif. Favoriser les déplacements pour les vélos. On est prêt à dépenser des dizaines de milliers de dollars par case de stationnement et on a de la difficulté à justifier des aménagements pour les vélos. Alors, il faut attaquer ça de front. Je peux vous dire que l'équipe, on est très sensible à ces questions-là et on va en faire une priorité. Alors, vous voyez ici, vous voyez de coin une vélo-station. On souhaite déployer sur le réseau à différents endroits des places pour des endroits sécurisés pour les vélos, où est-ce qu'on peut laisser un vélo sans avoir peur de se le faire voler en fin de journée. Et c'est un exemple de possibilité. Les autobus, deuxième élément de rabattement très important. Dans le passé, on n'a pas fait les gares et les stations en pensant nécessairement autobus. C'était la dernière chose qu'on vérifiait. On faisait des arrêts à côté des stations de métro. Puis on regardait s'il y avait de la place pour que ça passe. Après ça, on faisait des études de circulation. Alors, non, c'est pas ça. Il faut le designer dès le début, il faut y penser dès le début. Et ça va nous aider à aller chercher davantage d'intermodalité, de rabattement des autobus. Puis le transfert modal. Les stationnements d'incitation, écoutez, c'est un succès d'achalandage. Le réseau de train, 60% des gens viennent en auto. On a réussi, comme disait ma grand-mère, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est un succès. La majorité des stationnements sont à 75% plein. Alors, il y avait une demande. Les banlieues se sont développées et il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à prendre des transports en commun. Il fallait trouver des façons de graduellement migrer leurs habitudes. Et je pense que les stationnements des stations ont permis ça. Mais là, on se ramasse avec une situation où on en a beaucoup. On est rendu à 33 000 places à Montréal, dans la région métropolitaine, de stationnement d'incitation. La coordination intermodale, l'information, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, avoir une information en temps réel, la même information redondante, affichage sonore, tout le long de votre déplacement. Une harmonisation de la qualité des services, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. C'est tout simplement d'avoir un minimum de qualité de service reconnaissable et identifiable tout le long de votre déplacement avec une certaine garantie. L'intégration tarifaire, 700 titres, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Les transports collectifs pour une meilleure qualité de vie, c'est l'intégration au développement urbain.
Je pense qu'il ne peut plus se faire de projet de développement en transport en commun sans qu'il y ait une intégration au projet de développement urbain. Et ça, ça peut se présenter sous différentes formes. Je vais vous en parler, c'est mon dessert à la toute fin de la présentation. On veut travailler sur des équipements durables, une meilleure qualité de vie, par une amélioration des milieux de vie, et ça passe par une densification, ça passe par des énergies plus durables. Et ce que les gens nous disent, quand on fait des tournées, les clients, quand on fait des sondages, quand on fait des enquêtes origine-destination, ce que les gens nous disent, c'est on veut plus de services. S'il n'y a pas de service proche, on ne le prendra pas, on va continuer à prendre notre char. On veut avoir du service qui ne va pas seulement vers le centre de l'agglomération, mais du service qui va vers les pôles qui sont en périphérie, du service toute la journée, avoir des options, avoir du service la fin de semaine également. Puis ça, bien, ça prend un réseau. Ça prend un réseau. On peut faire des belles interventions, là, mais ça va prendre un réseau. Un réseau qui, nous, on doit prioriser d'abord un réseau rapide, parce que c'est ça qu'on nous demande en priorité dans la région de Montréal. Puis un réseau multimodal qui prévoit justement des liens entre les différents modes. Puis ça, M. Amar, quand vous avez parlé de les N-modes, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure, hein? Les N-modes, la transgénie modale. Effectivement, il faut arrêter de faire une religion du mode. C'est le bon mode à la bonne place. C'est le bon mode en fonction de différents éléments. Oui, il y a des modes structurants, mais ça prend un leadership local, il y a différentes fonctions au mode, et il faut qu'on soit prêt à le recevoir et à le supporter comme communauté. Et ça, là, ça prend des leaderships à différents niveaux. Et l'achalandage et les potentiels d'achalandage et les potentiels de développement urbain doivent être considérés dans l'établissement du bon mode à la bonne place. Alors, ça peut être, il y a une gamme de modes possibles. Et c'est là où est-ce qu'on faut se rendre compétitif à l'auto, en offrant des modes, des chimères, comme vous avez dit. Le BRT, c'est un bel exemple, le SRB, qui est un succès en Amérique du Sud, foudroyant. J'ai vu une ligne avec 400 000 personnes par jour. Nous, sur le pont Champlain, on a 50 000 personnes par jour avec une voie réservée temporaire. 50 000, c'est du monde, ça, là, qui se déplace en transport en commun, 1 sur 2 en pointe du matin. Alors, oui, il faut trouver le bon mode à la bonne place. On a identifié des réseaux, on a identifié des modes prioritaires dans notre exercice de planification, mais on s'est aussi donné une démarche de comité d'axe, d'établir pour chaque corridor qui ont été identifiés, on a identifié une trentaine de corridors dans la région métropolitaine, où est-ce qu'on va asseoir les partenaires, on va définir d'abord c'est quoi nos objectifs, après ça on va définir c'est quoi le diagnostic, on s'entend-tu sur le diagnostic, est-ce qu'on a la même vision du problème, puis après c'est quoi les solutions. Puis les solutions, il y en a plusieurs, ils sont phasables dans le temps, ils sont à différents degrés et pour lesquels on est prêt à déposer des projets de financement pour le gouvernement du Québec. Et ça, on sait qu'il y a une rareté dans les financements. Puis là, je vous amène ma conclusion sur un questionnement que nous, on a beaucoup à l'AMT par rapport à des aménagements. Je vais vous parler de notre réalité qu'on a, nous, à l'agence. Lorsque les gens viennent nous voir, là, les TOD, c'est vraiment développé. On a même des municipalités qui viennent nous voir qui n'ont pas de réseau de transport en commun et qui veulent développer des TOD. On leur explique que TOD, la première lettre, c'est pour Transit, mais ça vous donne une idée de la volonté qu'il y a de faire du TOD. Il y en a beaucoup, mais on doit aborder les choses réalistement. On a fait quelques statistiques juste pour la présentation ici. Pour un site donné, un projet de 3000 logements. 3000 logements, ça commence à être des amis, ça, là, c'est du monde, c'est beaucoup de portes, là. 3000 logements, ça nous donne à peu près 600 clients en banlieue pour l'achalandage du train. Lorsqu'on fait un stationnement d'incitation de 750 places, ça nous donne presque 1000 personnes pour l'achalandage. Alors, nous, on est pris devant cette situation-là parce que nous, on doit déposer des études coûts-bénéfices au gouvernement du Québec à chaque fois qu'on développe un projet. Et quelle place, comment on intègre notre volonté de favoriser la densification, mais ces contraintes-là par rapport au financement et par rapport à la justification de nos projets.
Et ça, on est bien conscient qu'il y a un potentiel de développement urbain pour chacune des gares et chacune des stations, et que ce potentiel-là n'est pas capté à l'échelle du gouvernement du Québec pour le moment. La valorisation des terrains, elle se fait beaucoup au niveau municipal pour le moment. On en souffre de différentes façons. Comme là, par exemple, on travaille sur les prolongements de métro. On a plusieurs projets de prolongement de métro, là. On va faire des annonces en début d'année, sans aucun doute. Puis là, qu'est-ce qui se passe avec les terrains? Les terrains pour des localisations potentielles de stations. Là, nous, on est un organisme public, on doit rendre ça public. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont multiplier par 3 les valeurs des terrains. 3, 4, 5, 10. Comment on peut protéger ça? Comment on peut aller capter cette valeur-là pour l'induire dans le projet d'infrastructure d'une façon ou d'une autre? Puis ça, il ne faut pas réinventer la roue, là. Il s'en fait en Asie, il s'en fait à New York, il s'en fait à Toronto. Alors là, on a un travail à faire pour aller, pour mieux favoriser cette intégration-là. Mais en même temps, ça permettrait d'embarquer les municipalités, les promoteurs, dans le risque qu'on a à développer les systèmes. Alors écoutez, c'est juste pour susciter la discussion là, que je vous dis ça. Ça me fait plaisir d'en discuter avec vous tout à l'heure. Puis là, je passe le relais à Mme Jonca-Deneau. Merci pour la présentation. Maintenant, je vais donner la parole à Florence Jonca-Deneau, qui est la dernière panéliste à intervenir avant la période d'échange et de questions. Alors, si tu permets, je vais rester assise. Je permets. Bon. Puis comme je passais après Michel Veilleux et après mes 2 autres collègues, je me suis demandé comment j'allais me distinguer ou être différente. Alors, la première différence, c'est que je n'ai pas d'acétate pour une fois. Puis la deuxième, c'est que j'ai essayé de regarder la question qui était posée. Dans quelle mesure le transport collectif peut être adapté au développement urbain contemporain? Et puis pour chercher à y répondre, je me suis dit qu'il manquait la deuxième patte à la question. Et comment le développement urbain contemporain peut-il se développer mieux pour s'adapter au transport collectif et le favoriser? Alors donc, je vais essayer d'articuler les réponses autour de 3 éléments, en disant oui, le transport collectif, les nouvelles mobilités sont adaptables, mais avec 3 grands champs de contraintes. Puis je vais essayer à chaque fois d'identifier quelques pistes de solutions pour attiser la réflexion après. Contraintes institutionnelles, contraintes techniques et contraintes urbanistiques. Parce que le postulat de départ, c'est que pour que les nouvelles mobilités, et j'aime bien ce que mon voisin disait parce que je voyais les mobilités brusquement dans l'univers subliminal se développer, pour que ces nouvelles mobilités soient achetées par les humains, il faut qu'elles arrivent et puis qu'elles soient compétitives à l'automobile, qui reste quand même ce à quoi tout le monde tend d'arriver. Il faut qu'elle arrive à offrir à ses passagers des déplacements sans rupture de charge, transfert direct d'un point à un autre, peu importe l'étalement du territoire et peu importe l'éparpillement des activités. Alors, juste en mettant l'accent sur ces mots-là, on commence à voir la complexité de la tâche. Première contrainte est institutionnelle. Là, ça n'a pas été abordé. Le développement urbain, le développement des transports collectifs sur un territoire qui s'éparpille de plus en plus, pose la première question, qui est une question structurelle. Pourquoi la question structurelle? C'est que les services de transport en commun sont organisés sur des territoires exclusifs où l'autorité politique, c'est la ville ou le regroupement de villes, qui finance les déficits et qui dirige l'organisation des transports sur le territoire. Puis je simplifie un petit peu. Ça allait bien quand il y avait une ville, un organisme de transport. Dans la région de Montréal, on est rendu à 15 organismes de transport, 12 en transport adapté, 82 villes. Donc, chacun a ses services, chacun pilote, définit, planifie, finance, répond ça auprès de ses citoyens.
Et, à l'inverse, un humain qui part de chez lui, qui va au centre commercial ou qui va à son travail ou qui va à la garderie en voiture, ben, il franchit plusieurs territoires géographiques. Il ne sait même pas qu'il franchit une frontière municipale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et on doit constater que quand on prend la région de Montréal, l'élargissement du territoire a complexifié la tâche et l'éparpillement des activités, pas simplement les activités résidentielles, mais les activités commerciales, les activités de bureau, les activités de travail, les activités d'études, les hôpitaux, ça a complexifié encore plus les solutions à trouver. Alors j'ai identifié 2 pistes de solutions, elles ne sont pas nombreuses, et je suis au ras des pâquerettes avec ma présentation. Ou bien les sociétés de transport, les organismes de transport, s'entendent entre elles pour négocier de gré à gré des ententes où il est possible de prendre et de déposer des passagers hors territoire exclusif sur plusieurs arrêts et non sur un seul à destination, comme dans le cas de certaines ententes. Parce que ce qui se passe, c'est que compte tenu de l'exclusivité de service, ben, il faut qu'on transfère entre territoires. Alors, une des pistes de solution, ça serait des ententes beaucoup plus nombreuses, hors territoire, plusieurs arrêts, plusieurs reprises. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas évident à faire et ce n'est pas facile politiquement. Et ça aurait ceci l'avantage d'augmenter de façon très importante l'offre des services sur le territoire géographique métropolitain avec peu de coûts. L'autre alternative comme solution sur ce point-là passe par les structures. Puis moi, j'aime pas ça, discuter des structures. Alors, on entend parler, ça va comme des cycles, hein? Il faut fusionner les 15 sociétés de transport, puis les 12 organismes de transport adaptés, puis tu n'as pas parlé du transport scolaire. Tu as oublié les transports scolaires. Ouais, c'est moins mon rayon. Bon. Mais il faut, ça fait du transport collectif aussi, là. Il y a des pays où ça n'existe pas, où c'est déjà tout intégré, là. Alors, au niveau institutionnel, c'est de la folie furieuse. Faire un seul organisme qui opérerait puis qui planifierait, c'est fou furieux. Cependant, il y a peut-être des alternatives qui seraient plus de se diriger vers, et j'ai bien dit là, où tout le monde s'entend et se coordonne, ou alors une autre piste, c'est une AOT métropolitaine, c'est-à-dire un organisme qui planifie et finance, ce qui permettrait d'avoir plus de flexibilité au niveau de la distribution géographique des services, mais qui sous-traite avec des opérateurs, qui sont tous les opérateurs, les 15, les 12, les 18, etc. C'est un peu ce que le STIF a fait dans la région parisienne depuis 3 ans ou 4 ans, 5 ans. Le STIF, c'est l'équivalent de l'AMT pour la région parisienne. Alors, premier défi institutionnel. Je ne dis pas que c'est le prioritaire, mais il est dans l'univers. Le deuxième, c'est celui de la multiplicité des modes et de leur organisation à un système intégré dont il faut assurer une intermodalité fluide et intégrée. Michel en a parlé pas mal, et mon voisin de droite aussi. On se dirige vers un monde où tout un paquet de modes vont être à la disposition de tout le monde. Et il faut surtout continuer à raisonner de cette façon-là. Pas raisonner comme on l'entend quelquefois dans les médias. Il y a un seul mode pour toute la région, puis ça va tout régler. Hein? On est au courant des grandes ententes qui se substituent à un exercice de priorisation. On va faire un réseau de métro et ça va régler tout avec de multiples prolongements et ça va tout régler dans la région métropolitaine. Alors, je pense que ça n'a pas de sens non plus, là. On se dirige vers un système où il faut trouver les meilleurs modes adaptés aux différents besoins. Il faut les multiplier. Mais dès qu'on parle de multiplier les modes, on se heurte à un problème un peu technique
qu'il faut les intégrer. Parce que l'humain étant ce qu'il est, de plus en plus rapide, voulant pas avoir des obstacles, voulant se transporter, c'est bien beau de se transporter à pied ou en roller ou en n'importe quoi, mais il veut aller à quelque part, donc il va falloir qu'il ait des circuits intégrés, des tarifs intégrés, pas 700 tickets, là, peut-être un peu moins, des horaires intégrés, de l'information intégrée, etc., etc. Donc, ça prend aussi une forme de coordination le numérique va beaucoup aider, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut des humains pour aussi assurer la coordination. Le troisième obstacle, la troisième contrainte, c'est l'étalement non différencié du territoire qui pose des questions de dessert de plus en plus difficiles en transport collectif. Mes 2 collègues en ont parlé. On ne peut pas faire la randonnée d'un bungalow à l'autre avec un autobus. Alors, si on ne peut pas faire la randonnée, ah, excusez-moi, c'est un anglicisme. La randonnée. C'est une forme de métissage bizarre. Bon. C'est aussi patrimonial. Ouais. Alors, quand là, la situation, elle est pas réversible, elle est contrôlable pour le futur. Mais on ne pourra pas tout démolir pour reconstruire. On est obligé de vivre avec la dispersion actuelle. Alors, les solutions se passent par quoi? Ben, là aussi, j'ai identifié 2 grandes pistes. La première, c'est d'essayer de ramasser les voitures ensemble. Et ça, c'est beaucoup la stratégie de l'AMT, entre autres, dans de vastes stationnements incitatifs, à proximité d'un pôle de transport collectif, de façon à encourager le monde à laisser sa voiture et puis à faire un transfert modal. Sauf qu'à terme, la question qui va se poser, c'est qu'on substitue des champs de parking, de stationnement. C'est peut-être mieux que des automobiles sur les autoroutes et les routes. Alors peut-être que cette stratégie-là devrait s'accompagner d'une localisation côté d'un pôle de transport collectif dans des endroits où, à un moment donné, c'est suffisamment stratégique pour qu'on puisse construire au-dessus, on puisse faire du développement immobilier au-dessus, on puisse imaginer l'intégration entre l'urbain et puis les transports collectifs. Parce que si on ne regroupe pas les voitures à un endroit pour que les humains prennent les transports collectifs, ben, l'autre stratégie, c'est de déplacer le développement immobilier proche des pôles de transport collectif pour que les humains aient moins de déplacements à faire, moins de kilomètres, moins d'obligations de prendre leur voiture. Ils puissent aller chercher leur pain à pied au lieu d'y aller en voiture. Ils puissent aller amener les enfants à la garderie en n'étant pas coincés à 5 heures. Et c'est ce ici, là, on parle de TOD, de Transit Oriented Development, là, mais ça se fait depuis bien longtemps. Là, ça se fait, il y a 100 ans, quand on construisait les villes, c'était avec des principes comme ça que c'était fait. Puis en Europe, on appelle ça rebâtir la ville sur elle-même. Alors, c'est une piste. C'est sans doute celle qui va aider le plus à l'utilisation des transports collectifs et actifs et toutes les sortes de modes dont vous nous avez parlé brillamment. Mais encore faut-il convaincre les humains que c'est des changements culturels, c'est des changements de façon de faire, des changements de façon de vivre. C'est centré sur des nouvelles formes de qualité de vie urbaine. Il faut convaincre les élus, les 82 maires et puis les 100, combien il y en a de conseillers municipaux dans la région? Il doit y avoir 500 à peu près. Puis comme ça change tous les 4 ans, mais il faut recommencer le travail à chaque fois. Mais ça vaut la peine. Et je pense que le PEMAD, là, dont on a parlé, le plan métropolitain d'aménagement, de développement et d'aménagement de la métropole, qui a été récemment adopté, met les balises, commence à mettre les bases pour encadrer ce genre de décision. Cependant, et je conclue là-dessus,
Cependant, le PEMAD, certains disent qu'il ne va pas assez loin, mais au moins, c'est une base. C'est une base pour bien partir. Cependant, en matière de transport, le PEMAD qui repose sur une ossature, qui doit être une ossature de transport collectif, ne fait pas de choix. Il fait une liste de projets de transport collectif pour 23 milliards et il fait une liste de projets routiers pour 38 milliards de dollars. On n'a pas cet argent-là. Puis, on peut pas, c'est contradictoire, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il y a un exercice de choix urbain, de choix de transport, qui va sans doute mobiliser beaucoup de monde, puis ça va prendre un maudit cran politique pour passer à travers ça et puis arriver à faire les bons choix. Sinon, on va continuer à construire des routes puis dire qu'on priorise les transports collectifs. Alors, je m'arrête là-dessus. Merci. Après les 4 présentations que nous venons d'entendre, je crois qu'on aurait beaucoup de matériel pour discuter de longues heures. Nous avons une petite trentaine de minutes pour en discuter, donc peut-être qu'il faudra faire ça assez rapidement. Mais juste pour lancer la discussion, là, vous avez vu qu'on a déplacé les micros du côté gauche de la salle. C'est probablement pour vous forcer à faire un peu d'intermodalité piétonne pour ceux qui sont dans l'autre partie de la salle. Mais en fait, je vous inviterai à venir au micro. Mais moi, j'avais envie de lancer une petite pierre dans la mer au départ. Parce qu'en essayant de faire le pont entre les différentes présentations, dans le fond, je me demande si les opérateurs de transport collectif sont les mieux placés pour positionner le transport collectif dans la chaîne de déplacement. Puis M. Amar a évoqué le cas de Google, mais qui, dans le fond, qui est un formidable outil pour assurer l'intermobilité, bien davantage que bien des opérateurs ont réussi à le faire jusqu'à maintenant. Et je me demande comment les opérateurs sont capables, dans ce contexte-là, d'être au-devant des besoins des usagers pour leur permettre d'assurer la mobilité. Bonne question. Oui, je vous remercie de le reconnaître. Vous voulez que je dise un mot? Oui, oui. Un mot, ouais, juste un mot. J'étais d'ailleurs assez frappé tout à l'heure dans la première table ronde de l'usage d'un mot qui, pour moi, est tellement, je sais pas, vieillot. Les compagnies de chemin de fer, vous disiez. Bon, ça n'existe plus, les compagnies de chemin de fer. Ici, oui. Bon, alors, j'ai cru comprendre ça, en effet. C'est pour ça qu'on ne fait pas de train. J'ai cru comprendre ça. Non, parce que une compagnie de chemin de fer qui ne ferait que du chemin de fer, elle est morte. Bon, c'est tout. Donc, si vous ne devez pas multimodal, les entreprises ne sont pas idiotes, enfin, j'espère. Non. Bon. Non, mais c'est juste un mot comme ça, parce que comme moi j'étais longtemps à la RATP était multimodale d'emblée. C'est pas pour la féliciter, hein, mais la multimodalité, c'est une stratégie commerciale aussi. N'importe quel entrepreneur a beaucoup de produits. Vous ne pouvez pas faire que des pantalons. Enfin, peut-être qu'il y en a qui font que ça. Alors bon, c'est très difficile la question. Hein. En effet, pour dire franchement, je pense que ceux qui vont inventer la mobilité de demain, ça m'étonnerait que ce soit les transporteurs. Bon, enfin, je dis ça c'est un peu méchant. Parce que les choses ne sont pas noir ou blanc. Il est probable quand même que c'est le numérique. D'ailleurs, bon, je sais pas, on en parlera peut-être dans les débats, il y a peut-être des gens qui ont entendu parler de Google Car. Bon, enfin, je ne sais pas pour dire du bien, je ne connais pas spécialement, mais ça m'a l'air, s'il y a quelque chose d'innovant dans le monde, et on voit que Google Car, c'est pas de la voiture. Hein. Enfin, Google Car, je ne dis pas que c'est bien d'ailleurs, hein, mais Google Car, visiblement, dès le début, c'est déjà un transmode. C'est tout. C'est même pas du covoiturage, c'est encore autre chose. Hein. C'est encore une invention autre dont on ne sait pas où la mettre. Bon. Enfin voilà, donc il me semble en effet que, comme ça, de manière un peu triste même, hein, il est probable que ceux qui vont inventer la mobilité de demain, c'est du côté du monde nouveau. Bon, c'est quoi le monde nouveau? Je ne sais pas, mais enfin, les compagnies de chemin de fer, pour reprendre ce terme-là, peut-être qui est réaliste en ce sens-là, ou même les constructeurs d'automobiles, c'est pas sûr. Bon. D'un autre côté, il ne faut pas non plus les enterrer trop vite. À mon avis, moi je prends aussi la défense des entrepreneurs, des entreprises, par rapport, y compris aux politiques, ou même aux urbanistes, puisqu'on dit ça comme bon, dans le monde des entreprises, il y a quand même des ingénieurs. Enfin, je dis ça au sens positif, moi. Les ingénieurs, c'est des gens curieux. Les politiciens, non. Enfin, je caricature. Je caricature. On a beaucoup parlé ce matin des rapports de force. Il faudrait installer un rapport de force, etc. Bon, très bien. Moi, je suis contre les rapports de force au sens de l'innovation. Un rapport de force, c'est toujours se battre sur du connu. On ne peut se battre que sur du connu. Voilà. Or, l'intéressant, c'est l'inconnu.
On ne peut pas se battre sur l'inconnu, puisqu'il est inconnu. Or, l'intéressant, c'est l'inconnu. Bon, c'est un peu vite dit tout ça. Hein. Bon. Or, dans les entreprises, il y a des gens qui s'intéressent à l'inconnu. C'est les ingénieurs. Bon, je vais faire défense, j'en suis un, donc je fais la défense. Hein. Enfin, comme les urbanistes, on l'air de... Bon, voilà, donc simplement, alors, les ingénieurs, Google, c'est des ingénieurs, hein, enfin, pas seulement, des marketing, etc. Hein. Bon. Donc, il ne faut pas simplifier. Maintenant, sur l'automobile, on croit aussi que l'ennemi, c'est l'automobile. Alors, on dit pas l'automobile, mais on dit l'auto solo. Très bien. Même ça, c'est pas sûr, parce que l'automobile, ne croyez pas qu'elle reste les deux pieds dans le même sabot. C'est encore une métaphore de la mobilité, d'ailleurs. Un vieux mode. L'automobile est en train, d'après moi, l'automobile est peut-être très créative. Elle est très créative. Donc, c'est les Google Cars, par exemple. Mais quand on dit l'automobile, il ne faut pas croire que c'est General Motors. Non, je ne sais pas, on ne sait pas d'ailleurs. Qui est-ce qui va inventer? Si ça se trouve, c'est l'automobile qui va inventer la mobilité publique de demain. D'ailleurs, plutôt que transport collectif, que vous avez beaucoup employé, personnellement, je préférerais dire mobilité publique. C'est pas tout à fait pareil. Il faut favoriser la mobilité publique, pas le transport collectif. Parce que le transport collectif, c'est un vieux concept. C'est pas qu'il soit mauvais. C'est comme l'auto solo. Enfin, auto solo et transport public ou transport collectif, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Ça fait partie de la même génération conceptuelle. Mobilité publique, ça peut très bien contenir Google Car, etc., etc., etc. Le train n'est pas non plus un truc massif. On peut faire des trains du Nord. Enfin, on peut faire des tas de sortes de trains. Qu'est-ce qu'on appelle train, d'ailleurs? Donc, aujourd'hui, une question très intéressante pour l'AMT, d'ailleurs, c'est de réinventer le métro et le train de demain. De le réinventer complètement. Nouveau concept. Il y a déjà des pistes pour ça. Bon, bref, donc tout bouge en même temps. D'ailleurs, c'est ce qui rend la chose à la fois difficile et en même temps passionnante. C'est que pendant que vous innovez, les autres aussi, ils innovent. Tout le monde, le terrain est meuble, c'est les sables mouvants, là, aujourd'hui. Hein. Tout bouge en même temps. En général, quelqu'un qui dit « moi, je vais changer », je crois que l'autre, j'imagine que l'autre ne change pas. Hein. Moi, je veux transporter le transport collectif. Je crois que l'automobile, elle en est restée à l'auto solo. Hein. Pas du tout. Les autres changent en même temps que vous. Et parfois plus vite que vous. Enfin, que nous. Donc, voilà, le paysage est comme ça. Donc, je n'ai pas, évidemment, de réponse particulièrement simple. Mais il ne faut pas du tout croire que les entreprises soient plus bêtes que les autres, etc., etc. Hein. Bon, donc, j'ai... Ta question, là, c'est est-ce que les opérateurs sont bien placés pour apprivoiser, piloter, comprendre le changement? Oui, peut-être. Moi, je suis dans une université, alors je peux dire n'importe quoi. Je pense que ça appartient à tout le monde de s'approprier les termes des nouvelles formes de mobilité et puis des impacts que ça a sur l'activité humaine puis le développement. Donc, si ça appartient à tout le monde de se l'approprier, c'est un exercice d'éducation, de conviction, et l'auto fait partie de ces nouvelles formes de mobilité, de la nouvelle mobilité, que ce soit l'autopartage, que ce soit l'auto téléguidée, que ce soit l'auto électrique, qu'elle soit solo ou qu'un jour elle soit collective à cette place-là. Mais à un moment donné, ça prend des pilotes quelque part pour pousser. Ça prend quelque part des porteurs de ballons là, qui soient exemplaires dans les approches, dans ce qu'ils poussent. Et dans ce sens-là, moi je pense que les opérateurs ont un rôle très important à jouer parce qu'eux-mêmes sont en train en ce moment de se redéfinir. Ils sortent de leur cocon. Moi j'écoutais juste les présentations de ce matin. Ils sortent de leur cocon. Ils sont forcés de sortir de leur cocon, les opérateurs. Et ils ont une belle opportunité de pouvoir prendre le flambeau de l'intermodalité, puisque ils vont être au centre, entre les vélos, les bus, entre les tricycles et puis les bicycles, entre les autopartages et puis les trains, ou peu importe. Là. Alors, ça prend des pilotes. Moi, je pense que j'ai quelquefois dans mes acétates une magnifique acétate, là, où au milieu, c'est mobilité urbaine durable. Puis après, il y a tout un paquet de pétales autour.
Puis on se rend compte que dans les pétales, ça arrive à concerner tout le monde dans la société, les décideurs et les citoyens. Une entreprise a un rôle à jouer au niveau de la mobilité, des nouvelles formes de mobilité. Quand Bell Canada se déplace à l'île des Sœurs, ben, ils n'ont pas réfléchi qu'ils se déplaçaient d'un centre-ville et ils venaient de multiplier les déplacements motorisés à tout rompre, là. Ils n'y ont pas pensé avant. Ils ne savaient pas que la mobilité, ça avait quelque chose à voir avec la localisation de leur entreprise. Ça va? Vous ne voulez pas rajouter quelque chose? Ça va? Il y avait monsieur derrière, Alexandre, je crois. Oui. Bonjour, Alexandre Lambert. Alexandre. Je vais peut-être être casseux de party, mais il me semble que on fait une erreur monumentale avec le train de banlieue en croyant que ça sera un élément structurant du transport et de la mobilité métropolitaine. On veut plaquer sur un réseau du 19e siècle des mobilités qui sont celles du 21e siècle. C'est un réseau qui servait au transport interurbain et maintenant, on veut le transformer en un élément intra-urbain. Alors que le réseau qui a structuré notre espace métropolitain, il est là, il existe, c'est le réseau autoroutier. Et je dirais même plus qu'on a un autre réseau qui se superpose à celui-là, celui des pôles. Quels sont-ils? Les grands centres commerciaux. Ces deux entités-là, en plus, on a une prise incroyable sur eux. Le réseau autoroutier appartient à un seul et même opérateur, le gouvernement du Québec. Et en plus, on pourrait dire qu'il y a une très large proportion des centres commerciaux qui appartiennent à un autre opérateur public, la Caisse de dépôt. Donc, on a un réseau à la fois de pôles et un réseau de transport existant qui a structuré l'espace et qu'on ne considère pas dans l'aménagement du transport collectif. Et dans cette mesure-là, je trouve que c'est un leurre de croire qu'on pourra faire autre chose que des stationnements incitatifs pour se rendre au centre-ville avec le réseau de train de banlieue. Merci. Est-ce que vous voulez commenter? Je peux commencer. OK. Vas-y. C'est intéressant votre point, Monsieur Lambert. Pour le train de banlieue, on a connu un achalandage d'à peu près, une croissance d'achalandage d'à peu près 150 depuis le développement du réseau en 1996, depuis les premiers projets. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas faire une religion du mode. C'est le bon mode à la bonne place. Le train de banlieue est venu répondre à un besoin très important de déplacement, un besoin de mobilité très important qui se faisait. On est allé chercher des marchés qui étaient presque exclusivement automobiles. Alors, ça là-dessus, dans la mesure où ce développement de réseau-là se fait de façon accompagnée avec un développement urbain qui est structuré et qui est conséquent à ces choix-là, je ne vois pas en quoi. Il y a un besoin de déplacement, il y a un besoin de développement qui est présent et on a différentes options pour y répondre. Le train de banlieue y a répondu en partie. En milieu urbain, vous avez raison, c'est une dimension qui est complètement différente. Puis, malheureusement, au Québec, au Canada, excusez-moi, parce que là, c'est canadien, c'est une législation canadienne. Le ferroviaire, c'est canadien. Et le ferroviaire, ça a été mis en place beaucoup pour le transport du fret, et ça paraît dans la réglementation et la législation. Actuellement, on a beau parler de tram-train, là, mais un tramway, ça ne se met pas sur une emprise ferroviaire au Canada. Ça ne se fait pas. Ça se fait en Europe. Ici, ça prend une dérogation. Partout où est-ce qu'il y a du transport de fret avec du matériel lourd, pour des raisons de collision, la structure des véhicules qui peut être mise en place, ça va être des véhicules qui vont être en mesure de supporter une collision avec un train de 8 km de fret. Alors, c'est ça la situation pour le moment au Canada. Je l'ai vérifié encore tout récemment auprès de Transport Canada. C'est le contexte. Alors, on doit, ça évolue tranquillement, une société, puis ça fait partie des choses pour lesquelles il faut qu'on fasse du lobby, il faut qu'on pousse. Le Canada a été construit sur son réseau ferroviaire et ça paraît dans toute la législation. Puis ça, dans le milieu urbain, vous avez raison, il y a des grosses limites. Alors, le petit tramway qui roule sur le gazon, s'il passe sur une entreprise ferroviaire, sur une emprise partagée avec du fret, oubliez ça, ça ne se fera pas.
Et ça ne sera pas tout de suite. En tout cas, il va falloir faire des changements importants pour des compagnies qui sont maintenant privées. Des compagnies privées. Alors, nous, on vit avec ça quotidiennement à l'Agence métropolitaine de transport dans plusieurs dossiers que je nommerai pas. C'est des partenaires de tous les jours, mais c'est le contexte. OK, merci. Ça va? Prochaine question, je vous demanderai de la faire assez brève parce qu'il y a quand même 5 autres intervenants, puis on n'a pas énormément de temps. Je vais essayer de la faire la plus brève possible. Surtout, je ne veux pas partir en guerre avec M. Veilleux, vu qu'il est si généreux d'envoyer de son personnel dans mes cours que j'enseigne. Par rapport à, premièrement, je n'allais pas parler de ça, mais par rapport justement au tram-train, il y a quand même un véhicule qui est sur le marché, qui est disponible actuellement, que Toronto a acheté, qu'en Californie, il utilise, qui est fait par Kinki Shiro, fait en collaboration avec Sumitomo, qui est un véhicule de train de banlieue autopropulsé de taille relativement petite, qui peut aussi rouler dans des milieux semi-urbains. Alors, il y a quand même des produits novateurs qui commencent à arriver au marché. Mais mon intervention principale vient plutôt au fait que on parle de « il faut penser le futur, il faut penser ci, il faut penser ça », mais tous les projets que les gouvernements nous proposent, que ce soit l'AMT, le ministère des Transports, la CMM, la Ville, tout ça, c'est les vieux projets des années 70 qu'on n'a toujours pas réalisés et que c'est pour ça qu'on arrive à un déficit de près de 70 milliards en infrastructure de transport. C'est parce qu'on n'a pas fait les choses à l'époque et on les a remises, on les a remises, on les a remises et on arrive maintenant à une période où on ne peut même plus proposer des nouveaux projets parce qu'on se fait toujours dire « Non, ça fait 30 ans qu'on dit en joue, il faut faire leur projet. » Mais quand on propose des nouveaux projets novateurs, on se fait dire « Oh non, on est en attente. » Et dernier très petit élément, on oublie aujourd'hui dans le colloque jusqu'à maintenant le problème de la mobilité dans les quartiers centraux très proches du centre. Moi, j'habite le quartier latin, mes autobus passent aux demi-heures ou aux 45 minutes. Et souvent, les autobus, par exemple, sur Sainte-Catherine de Maisonneuve, ils commencent à 9h15 le matin. Alors ça, c'est vraiment pas une façon d'aller chercher des gens comme nous qui habitons le quartier latin sur Saint-Denis pour aller au centre-ville. Je veux dire, ça sert à rien. J'avais mes bureaux sur Mont-Royal, Saint-Laurent, ça prenait moins de temps que marcher que prendre le transport en commun parce qu'on allait contre le sens du trafic. C'est meilleur pour la santé. Quand il fait moins 30, 50 minutes, c'est long. Si je peux me permettre pour les prochains, c'est pas ce que j'appelle une intervention courte. Mais il faudrait que les prochaines soient courtes parce que sinon, vous ne pourrez pas déjeuner et il faudra passer à la table ronde suivante directement. C'est pas une menace, mais... il y a le monsieur à la chemise bleue avant, derrière, qui est là depuis un petit moment. Parfait, je vais alterner merci. d'un micro à l'autre. Donc, mon nom c'est Guillaume Lam, je suis présentement étudiant en développement local à l'Université de Sherbrooke. Puis, je trouve ça super intéressant, ce qui a été soulevé juste avant moi au même micro, le fait qu'on avait peut-être des outils qui étaient déjà en place, mais desquels on ne parle pas souvent, les centres d'achat, comme pôle structurant pour à peu près tout ce qui est banlieue et excroissance, si on veut, des centres-villes, qui ont vraiment structuré toute la période des années 70. Donc, j'aimerais savoir si vous planifiez les intégrer dans des projets de développement de nouvelles infrastructures de transport en commun. Deuxièmement, on parle beaucoup d'un nombre de modes infini, un N mode qui arrivera de transport. Je doute de la capacité, je reviens un peu à la première question qui a été posée, je doute de la capacité d'une seule personne, chef d'un département quelque part, de planifier N modes de transport pour N situations. Est-ce qu'on a un plan pour permettre à des citoyens, des individus, des groupes, peu importe, d'être innovateurs et de développer des nouveaux modes de transport qui répondent à leurs besoins, ou est-ce qu'on est toujours dépendant d'attendre que quelqu'un planifie un nouveau transport? Est-ce que les gens, pour une situation relativement claire, les gens qui attendent toujours leur Rapibus sur P9, est-ce qu'on n'est pas capable de leur donner du pouvoir pour qu'eux-mêmes commencent à organiser leur transport? Peut-être que ça pourrait, ou il faut vraiment attendre que tout soit toujours planifié. Merci, voici mes Merci. Est-ce que vous voulez commenter? Allez-y, Nicole. OK. Moi, je considère que des fois, j'ai l'impression que les planificateurs sont pessimistes. On a vécu des demandes répétées pour le réseau de train de banlieue. L'exemple de la ligne Blainville-Saint-Jérôme,
les gens nous disaient ça ne marchera pas, on n'attirera pas assez de gens, puis le succès était là au rendez-vous quand finalement le service a été mis sur rail. Le métro de Laval, c'était la même chose. Le prolongement du métro à Laval, ça ne marcherait pas, ça n'attirerait pas assez de gens. Là, la capacité d'accueil n'est même pas là pour les gens qui veulent s'y rendre. Là, dans le moment, l'autoroute 15, parce que c'est dans mon secteur, c'est comme embourbé, ça n'a pas de sens. On élargit les voies au lieu de penser de mettre une voie réservée. On l'a demandé à plusieurs reprises. On me dit pas avant 20 ans. C'est pas le futur, là, c'est des problématiques urgentes, là. Les gens sont prêts à changer. Je vous donnerai un exemple extraordinaire. La sortie 31 à Mirabel, sur l'autoroute 15, il y a un petit terrain qui appartient au ministère des Transports que les citoyens ont décidé d'occuper, squatter, c'est le mot que je cherchais, sans la permission de personne. Il s'est rendu qu'il y a plus que 50 voitures, puis c'est des gens qui s'organisent eux-mêmes pour le covoiturage. C'est même pas organisé, c'est des gens entre eux. Pourquoi c'est pas repris, puis pourquoi c'est pas encouragé, puis développé, en avoir plus comme ça, puis c'est des situations faciles. La Ville a décidé, vous connaissez, je pense peut-être tout le monde, Hubert Meilleur, il a décidé d'aller niveler le terrain parce que là, c'était plus praticable. Puis c'est comme ça, sur la gueule. Moi, je trouve que c'est des beaux exemples de choses. Oui. Merci. Michel Veilleux, puis ensuite Georges Amar qui voulait intervenir. Juste un petit complément. C'est un peu pour cette raison-là qu'on a proposé la démarche des comités d'axe dans notre exercice stratégique. C'est que c'est pas bien long, là. Ça prend pas beaucoup d'assemblées comme celle-là aujourd'hui. Nous, on fait des tournées là, des citoyens 3 fois par année. Puis, c'est pas long qu'on se le fait dire là, qu'il faut qu'on donne des endroits, des plateformes aux gens pour pouvoir se prononcer sur les projets, pouvoir nous faire des propositions. C'est pour ça aussi qu'on veut sortir de la religion du mode et identifier d'abord c'est quoi qui répond aux besoins du monde. C'est quoi qui répond aux besoins? Quand? Puis on peut-tu le mettre en place tout de suite? On peut-tu le phaser? Juste vous donner un exemple, ces derniers temps, là, on a obtenu des fonds du ministère des Transports, des fonds imprévus. Je vois mes collègues du ministère ici. Je peux faire attention à ce que je vais dire. Mais on a eu des fonds imprévus. Cette année, on a eu 16 millions de dollars pour développer des projets pour la congestion routière. On a réussi à développer paquet de petits projets, des bouts de voies réservées, des stationnements d'incitation, de la promotion tarifaire, de l'augmentation du niveau de service. On vient même de sortir une ligne de la STM là, qui va aller desservir la 440 à Laval. Alors ça, là, c'est du nouveau. On a fait ça en quelques mois. Quelques mois, parce qu'on savait que quand ces projets-là, ils étaient tellement demandés, tellement sollicités. C'est ça un peu qu'on veut faire avec les comités d'axe. On assoit le monde dans un corridor, on assoit tous ceux qui sont concernés, les élus, les non-élus, puis on convient d'un mode de consultation. Par quoi on va établir les besoins, par quoi on va établir le diagnostic, puis après, ben, c'est quoi les solutions? Alors, c'est ça qu'on est. Mais la planification, là, on n'en fera jamais trop, monsieur. Là. Ça, là, moi, je suis un converti, là. La planification, jamais. Il ne faut pas garrocher les affaires. On parle de deniers publics là, qui sont ici, là, qu'on va dépenser. Il faut prendre le temps de bien définir, de bien regarder, de se questionner. Il ne faut pas sortir les pépines là, avant de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Puis ça, là, c'est bien important là, de prendre un peu de temps, puis des fois de se faire dire qu'on prend trop de temps. Monsieur Amar? Non, peut-être qu'il veut compléter. Je suis d'accord. Oui, justement, je prolonge simplement en un mot sur ça, ce que vous disiez. Enfin, voilà, la tendance est déjà là. Vous avez fait la réponse vous-même d'ailleurs. Hein. On va vers des sortes de gouvernance distribuée, plus ou moins. Il y a tout le thème du 2.0, comme on l'appelait déjà il y a quelques années. Voilà. On est déjà là-dedans. D'ailleurs, Franck Scherrer l'avait déjà dit ce matin. Les smart grids, c'est aussi le fait qu'il peut y avoir du latéral, en quelque sorte, et pas simplement du vertical. Bon. Donc tout ça est en train. Est-ce qu'on peut l'encourager, l'encadrer, etc. Enfin, votre réponse était parfaite. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il y aura non seulement des planificateurs, mais les grands organisateurs, hein, les big brothers, etc. Mais il y en aura d'autres. Mais ce sera IBM. Enfin, IBM est déjà là-dessus d'ailleurs. IBM va tout gérer. Oui, enfin, non, mais IBM, c'est sa stratégie. Hein.
IBM sera l'opérateur urbain. C'est une stratégie, pourquoi pas. IBM va voir les villes en disant, ne vous inquiétez pas, parce que c'est l'information. C'est le numérique qui va faire l'intermodal, mais aussi la relation entre les eaux usées, enfin tout. Bon, bref. Donc, il y aura encore des Big Brother, ce ne sera peut-être pas les mêmes. En même temps, ça va travailler. Bon, donc la situation est très évolutive. Un petit mot simplement sur le commerce. En même temps que la mobilité change, le commerce change, bien sûr. Donc, quel est l'avenir du commerce? On ne peut pas s'occuper de mobilité sans se demander quel est l'avenir des autres. Le commerce change. Alors, il va où? Il va vers où? Commerce électronique, commerce de proximité, enfin, tout ça change en même temps. On ne peut pas se dire, on a toujours la tendance à dire, qu'est-ce que je fais? Et je crois que les centres commerciaux, eux, ils ne bougent pas. Mais ils bougent aussi. Ils ont intérêt à bouger d'ailleurs. Donc voilà, on est dans ce paysage-là. Pierre Brisset, oui, c'est preuve que tu peux le faire court. Oui, c'est ça. Je vais être très court. D'abord, pour répondre à la question de rhum de lait. Je ne sais pas si vous êtes sortis hier soir, mais il y avait bien du monde déguisé en monstre. Il y a bien des laits qui circulaient. Voilà. Bon. Alors, ma question vise plutôt, on n'a pas beaucoup parlé, mais le problème de financement. Je crois que Mme Adneau a cité les chiffres de 23 milliards pour le transport en commun puis 38 milliards pour les routes. En quelque part, il faut réaliser qu'aujourd'hui, on célèbre un anniversaire triple. 25 ans le décès de René Lévesque, 40 ans l'ouverture du pont Champlain, qui était ouvert en novembre 62, et 40 ans de l'autoroute Ville-Marie, qui est ouvert en novembre 1972. Alors là, les deux derniers, je ne vais pas parler du premier, mais les deux derniers étaient supposés vivre 100 ans, selon les ingénieurs de l'époque. Alors, je commence à douter des choix faits avec les reconstructions des infrastructures, avec la durabilité. Surtout que les plus vieilles structures, telles la métropolitaine, vont durer 50 ans. Alors, un peu la question de financement, c'est que quand on parle de beaucoup d'argent qu'on n'a pas les moyens de payer, il faut trouver moyen de trancher. C'est pour ça qu'on a sorti le projet Cure-Minceur pour Turcot, pour s'en tenir à réparer ce qui est cassé et pas s'éparpiller partout, refaire Ville-Marie. Hein, bon. Alors, Cure-Minceur pour les interventions aussi. OK, Cure-Minceur pour les interventions. Alors, désolé, mais... Alors, c'est ça, c'est un peu la question de s'en tenir à l'essentiel. Parce qu'on peut reconstruire l'autoroute 20, comme j'ai mentionné plus tôt. Pourquoi pas passer la 20 par la future autoroute 30 et contourner Montréal? Alors, ceci étant dit, quand on parle d'innovation, juste rapidement pour répondre aux commentaires de M. Amar, mobilité publique, moi j'ai sorti un projet de ce que vous appelez transport public indépendant ou intelligent, indépendant, oui, il y a 40 ans. C'est un autre anniversaire de 40 ans, voilà. Et à Cuba, l'autopartage est obligatoire. C'est-à-dire qu'un chauffeur individuel ne peut pas passer sans prendre des passagers. Puis à Washington, il encourage l'autostop pour permettre que certains automobilistes peuvent prendre des voies réservées. Et puis, c'est devenu très populaire. Alors, peut-être c'est des idées de mobilité à considérer parmi vous que trouver les moyens d'avoir des arrêts au long de la route pour prendre des autostoppeurs, comme on dit. Alors, je vais m'arrêter là parce que je sens qu'il va me tuer, oui. donc, monsieur. J'ai perdu la télécommande. Le monsieur derrière... Oui, bonjour. Pierre Bussière, étudiant en la maîtrise en urbanisme. J'ai trouvé très stimulante la comparaison software-hardware que vous avez mobilisée, monsieur Amar, et j'aimerais essayer de l'étendre assez rapidement avec vous et les intervenants. Si on pense les villes comme des systèmes urbains, donc le hardware renverrait plutôt à tout ce qui va être notre environnement matériel et bâti, hein, et puis aux conditions de production, en fait, comment on produit cet environnement, et le software au mode d'usage et d'exploitation qu'on a de cet environnement. Et donc, dans cette perspective-là, en fait, et pour interroger justement ces changements de paradigme, je voudrais avoir votre avis sur la capacité effective du software, donc des modes d'usage qu'on a de notre environnement, à changer les conditions de production du hardware. Est-ce que je suis clair? Assez clair. Assez clair pour vous? Oui, enfin, mais c'est compliqué là. Enfin, mais bon. L'intervention doit être limitée. Oui, enfin, la réponse est oui. Mais bon, enfin, il me semble bien. Pour vous, il y a une réelle possibilité. Oui, enfin, oui. Avec les modes d'usage, on peut intervenir. Notamment parce que le couple software-hardware est déjà un peu simplificateur quand même. On n'en est déjà plus là en vérité. Hein. Il y a même du hardware 2.0 aujourd'hui. Hein.
je sais pas, les images habituelles, c'est l'imprimante 3D, etc. Donc, on est déjà au-delà, en vérité, le couple software-hardware, il est agréable parce qu'on le connaît bien, parce qu'il est vieux, il a déjà 40 ans. Donc, on maîtrise bien, on voit bien que software-hardware, c'est déjà un mode de raisonnement révolutionnaire, mais enfin, il a quand même 40 ans. Aujourd'hui, quels sont... Tout ça pour dire simplement qu'en effet, ce qui se passe dans le monde du numérique, au sens large du terme, est plein de paradigmes, si je peux dire, extrêmement intéressants. Donc, comment du 2.0 agit sur le 1.0, etc., etc. Tout ça, je pense que ça fait partie des champs d'innovation et d'expérimentation aujourd'hui. Je dis oui au sens où il se passe des choses. D'ailleurs, je ne les connais pas toutes en détail. Hein. Il me semble bien qu'en effet, les usages... Il y a une expression que j'ai entendue parfois, la maîtrise d'usage, hein, plutôt que la maîtrise d'ouvrage. Bon, on voit bien que tout ça, ça bouge. C'est difficile parce qu'en effet, les maîtres d'ouvrage formels, nationaux, etc., ont du mal à bouger, bien sûr. Hein. Donc on voit bien. Donc à la fois, il y a beaucoup de résistance et de pesanteur, et en même temps, c'est en train de changer. Enfin, donc, je vous fais une réponse vague, mais ce n'est pas du tout impossible, non seulement d'imaginer, mais même de regarder. Hein. Donc si c'est votre métier, il faut observer, regarder là où c'est en train de commencer, hein, tout ça. Il y a sûrement plein d'endroits où déjà l'usage commence à modifier les modes de production, comme vous dites. Sûrement que c'est déjà là, en partie. Je serai très bref. J'aimerais vraiment qu'on entende M. Hoffner. Est-ce qu'on a du temps pour ma question, les autres et la sienne? Okay. Il y a aussi le déjeuner où on bon. peut continuer à on fera ça. Ça va être la solution. Alors, je vais faire très vite. Je suis resté sur ma fin avec votre diapo sur l'arrimage, aménagement et transport. Et il y a quelque chose que vous avez dit, Mme Wood, qui me semble très révélateur puis qui me pose beaucoup de questions. Vous avez dit l'avenir de la ville est probablement dans la banlieue. Moi, je regarde ce que vous avez dit sur les villes, les municipalités des couronnes sans transport en commun qui veulent faire du TOD. Moi, je me demande comment est-ce qu'on va réussir à faire ça, particulièrement sur votre territoire, la CIT Laurentide. Est-ce qu'on va réussir à faire du TOD qui va faire augmenter l'utilisation du transport collectif à Repentigny, à Blainville, à Deux-Montagnes? Je dirais que des fois, à chaque décision qu'on prend, il y a un effet pervers. On réalise, j'ai donné l'exemple de Sainte-Thérèse tout à l'heure, où ça s'est beaucoup déployé autour de la gare. Malheureusement, des fois, on s'aperçoit que les gens qui achètent tout près de la gare, ce n'est pas nécessairement les gens qui prennent le transport en commun. Il y a beaucoup de pression de l'externe qui veulent s'y rendre. Et la trame de rue n'est pas vraiment bien organisée pour ça. Donc, il y a toujours des effets pervers dans chaque décision. Des fois, l'habitat se vend beaucoup plus cher et les gens n'ont pas nécessairement accès à cause de leur budget. Donc, c'est des gens aussi de l'extérieur. On voit des condos qui se construisent autour des gares qui sont très dispendieux, puis c'est pas à la portée de tous. Donc, il faut tout penser, là, toute la chaîne d'organisation. Michel, une petite complémentaire? Moi, j'ai un petit quelque chose. Vas-y. C'est fun, ces discussions-là. J'ai un bel exemple. Le terminus Chevrier. Est-ce que vous connaissez le terminus Chevrier? Le stationnement Chevrier? C'est juste à côté du 10-30. On a développé... c'est Mme Adnaud. Mme Adnaud, à l'époque, c'est à l'AMT qui a été avant-gardiste, qui a proposé un service d'autobus sur le pont Champlain, mais un service d'autobus métropolitain à haut régime qui venait répondre à beaucoup de besoins. On est maintenant rendu avec 2000 places de stationnement au terminus Chevrier. C'est un monstre. 2000 places de stationnement, c'est quand même important. Là. C'est quand même assez important. Mais là, la beauté de l'affaire, c'est que c'est des terres publiques que nous avons là, qu'ils nous appartiennent à tous, nous tous. Et puis là, on se fait approcher par différentes personnes, les municipalités, les promoteurs, pour développer ce merveilleux terrain. Pareil pour le terminus Longueuil, même chose. On se fait approcher pour le développer. Là, le marché est prêt à se développer. On peut avoir une belle vision de développement, on est tous d'accord, on va se mettre d'accord assez vite sur une vision de développement intéressante. Là. Mais est-ce que le marché est prêt? Puis c'est ça que Nicole vient de soulever. À quel moment il est prêt? Puis c'est ça, il faut capter il faut prendre la pomme quand elle est mûre. Puis ça, c'est un bel exemple. Chevrier, c'est un très bon exemple dans ce sens-là. On est à côté de notre route, on est dans un coin qui prend énormément de valeur. Énormément de valeur, puis là, le marché commence à être prêt. Alors, comment on le planifie? Comment on le développe? Quelle densification on peut y faire? Est-ce qu'on intègre le stationnement d'incitation dans un projet de développement immobilier? Est-ce qu'on enlève le stationnement d'incitation? Comment on le traite? Est-ce qu'on fait un terminus d'autobus? Alors là, on a une belle série là, de possibilités de développement sur quelque chose qui est décrié actuellement.
mais c'est quand même des terres publiques. Puis là, je veux allumer votre attention là-dessus. Alors, il y a moyen de grader les choses, des phaser, puis ça correspond beaucoup plus à la réalité. Merci. 2 dernières interventions, puis ça sera, je crois, la thématique de discussion pour le déjeuner. Allez-y, M. Hoffner, c'est après ça. Oui, très vite, parce que tout était passionnant. Et effectivement, il y a plein de questions qui viennent à l'esprit. Je voulais juste souligner un fait avec deux exemples. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des méchants. Parce que voilà, tout le monde a ses méchants. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont formatés par leur logique institutionnelle, par leur logique technique, par leur logique professionnelle et par les méthodologies qu'ils utilisent. 2 petits exemples. Vous avez dit, à juste titre, arrêtons de réifier le mode de transport, chaque mode a son territoire de pertinence. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette réification des modes de transport? Et pourquoi on évalue aujourd'hui, toujours, les politiques de transport à l'aune du transfert modal? Parce qu'il y a les enquêtes ménages. Et depuis 30 ans, je pense que vous les faites à peu près comme nous, on a des enquêtes ménages déplacement qui produisent cet indicateur. Voilà. Et comme on est tous paresseux et que ça coûte cher de changer d'indicateur, on garde cet indicateur et on aura beaucoup de mal, effectivement, à élaborer et à évaluer des politiques de déplacement qui ont une autre vision de l'univers de mobilité. C'est un petit exemple, hein, mais il y en a beaucoup. Un autre exemple pour dire qu'il n'y a pas de méchants ou qui sont partout, la grande affaire de la valise à roulettes. Effectivement, grande affaire. Combien d'architectes ont intégré dans leur conception d'espace public la question de la valise à roulettes? Moi, je peux vous dire qu'à Bordeaux, on vient de refaire le parvis de la gare, il y a de superbes pavés, et tout le monde reprend sa valise à la main. Voilà. Voilà. Merci, M. Hamar. Un tout petit mot. Je suis tout à fait d'accord avec la question des instruments, comme les enquêtes. Hein. On a des outils. C'est anecdotique, mais moi, comme je m'intéressais beaucoup avec toi, d'ailleurs, Jean-Marc, à la marche, en effet, on avait trouvé un truc très rigolo et très révélateur. Dans des enquêtes qui n'étaient pas les enquêtes ménages, mais enfin qui s'inspiraient, il y avait des enquêtes demandées aux gens qui prenaient le bus. On leur demandait, est-ce que vous êtes venus dans le bus en métro, en voiture, en RER, en TGV, en ce que vous voudrez, ou, dernier cas, c'était rien. Rien, ça voulait dire la marche. Ouais. La marche n'existait pas, donc ça s'appelait rien. Donc voilà, la marche, la représentation de la marche se voyait dans les critères des enquêtes. Donc en effet, on est formaté, comme tu dis, par les outils. Donc il faut changer les outils. Il faut supprimer les enquêtes ménages. Dernière intervention. Oui, bonjour, mon nom c'est Philippe Quentin. On est dans un nouveau paradigme qui s'appelle le développement durable. Là, on parlait d'efficacité des transports en commun. Est-ce que je trouve pas le micro? Ça fait bizarre. OK. Là, on parle de l'éclatement, vous l'avez soulevé, des sociétés de transport. Là, on prend le cas exemple de Vancouver où tout est géré par un gros monstre qui s'appelle TransLink, qui rend ça très efficace. En même temps, l'efficacité engendre un peu l'étalement sur le territoire, parce que là, il n'y a plus de contraintes de distance, parce que c'est rendu très efficace même de travailler au centre-ville et de se loger très loin. Par contre, eux autres ont su protéger leur territoire agricole de la vallée du Fraser et une question de topographie, c'est plus concentré. C'est une des seules villes au Canada en fait, qui a intégré l'aménagement du territoire avec les transports. Par contre, quand c'est le temps de s'acheter une petite boîte à souliers de 600 pieds carrés à Vancouver, très difficile, très, très dispendieux. Donc, côté développement durable, ce n'est pas atteint. Maintenant, ici, à Montréal, justement, les intentions sont excellentes. Je parle, mettons, du côté de l'AMT, de vouloir justement rendre ça plus efficace, le transport en commun. Mais justement, est-ce qu'on ne contribue pas à, encore une fois, agrandir la superficie de la grande région métropolitaine? C'est rendu plus efficace, donc les gens en veulent plus, on crée une demande, on agrandit encore les stationnements incitatifs de style centre d'achat. Donc au niveau du développement durable, avec toutes les meilleures intentions du monde, est-ce que ce ne serait pas finalement une régression? Mais en fait, c'est un choix. Là, OK, on a décidé qu'ils viennent en train à Montréal au lieu d'en auto, mais bon, selon le nouveau paradigme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une très grande question à laquelle, à 1 heure, quand tout le monde a faim, c'est difficile de répondre. Mais par contre, elle est intéressante, et puis c'est ça, ça serait pas durable. Mais moi, j'ai quand même une réaction à votre question. Il faut intervenir aux 2 niveaux. D'un côté,
pour contraindre l'étalement urbain, l'éparpillement urbain avec des stratégies de redéveloppement, de rebâtir la ville sur elle-même, et de l'autre, offrir des services adaptés aux besoins partout où il y a du monde qui prend l'auto-solo pour tenter qu'il fasse autre chose. Et c'est mieux ça, parce que je trouve ça toujours un peu difficile quand j'entends le transport en commun favorise, le transport collectif favorise l'étalement urbain. Qu'est-ce qu'il a fait, le réseau routier puis le réseau autoroutier? C'est lui qui a créé le tissu immobilier à l'intérieur duquel on vit dans les régions métropolitaines. Ce n'est pas les transports collectifs. Au début, le train, au début, il y a 100 ans, il ouvrait les territoires, il était à l'origine de l'étalement urbain. C'est lui qui a créé les couronnes de villages qui maintenant, on ne les voit plus parce que c'est urbanisé. Mais ce n'est pas les transports collectifs, compte tenu de leurs contraintes qui nécessitent un certain nombre une certaine densité pour être efficace. Ce n'est pas le principal moteur de l'éparpillement urbain. Il faut travailler sur rebâtir la ville sur elle-même. On n'a plus les moyens de se payer la frénésie de développement à travers les terres agricoles avec les nouvelles infrastructures, alors qu'on n'a même pas l'argent pour entretenir ce qu'on a. Puis qu'on vieillit tous et puis que c'est vous qui allez payer. Ça, c'est le mot de la fin, je crois. Merci les panélistes pour la présentation. Merci les gens dans la salle pour les questions.